Alors on va commencer, hein, s'agissant du livre. Je suis content de vous présenter le livre d'Edoui Plenel, Le Jardin et la Jungle. Je profite aussi, puisque j'ai oublié dans mes remerciements, de remercier la librairie qui est présente ce soir et qui a ramené notamment les trois ouvrages. Donc Le Jardin et la Jungle, Palestine notre blessure et L'appel à la vigilance. Je vais commencer s'agissant du titre, Le Jardin et la Jungle, à quoi est-ce que ça fait référence, et je laisserai Edoui Plenel nous expliquer. La thématique générale fait référence à un discours donc de Joseph Borrell qui évoque en 2022 le fait que le jardin, si je le schématise de cette façon-là, ce serait un petit peu nous, l'Europe, qui aurions une vision du monde extérieur, donc une vision de l'Afrique et du reste du monde, comme étant une jungle. Ce qui présuppose beaucoup de choses en fait, puisque ça laisse entendre que la jungle, par définition, elle représenterait une certaine forme de chose de laquelle il faudrait se méfier, voire même une forme de sauvagerie. C'est ce qui ferait référence à la jungle, là où nous, jardin, nous serions finalement la civilisation. Et ce que ça présuppose comme propos, c'est de dire que le jardin a un rôle, donc c'est de se préserver en tant que jardin, donc ça nous laisse entendre qu'il faut éviter la submersion extérieure, mais ça laisse aussi entendre qu'il faut se déployer dans la jungle pour pouvoir civiliser le reste de la nature en fait. Donc c'est à peu près comme ça que je définirais la chose. Je suis sous surveillance là, donc j'essaie d'être assez précis. Mais, et tout en faisant aussi un lien avec la question de Benyamin Netanyahou, puisque à la 20e page, je suis très précis, vous faites référence au fait que Benyamin Netanyahou, à sa façon, fait référence à la question de la jungle s'agissant de la situation à Gaza. Donc pour élargir un peu le propos, je vous laisse redéfinir la chose. Ah oui. Bien, bonsoir à toutes et tous et merci de l'invitation et dans ce lieu symbolique qui est l'Université ouvrière de Genève. Voilà, je suis très, très honoré d'être là. Je vais répondre à la question de Soufiane et au fond à ces alertes qui prolongent le travail de Mediapart que sont ces livres. Mais en écoutant exposé de camarades du syndicat de la fonction publique, enfin des services publics ici, je pensais à cette phrase qui est pour moi comme un mantra par les temps qui courent d'Édouard Glissant, qui est philosophe, un écrivain, un poète. On a dit Édouard Glissant et puis il a glissé. Voilà. Qui était un ami de Frantz Fanon, l'auteur d'Années de la Terre, et qui est évidemment dans la trace d'Aimé Césaire, et qui est quelqu'un donc de mon pays de jeunesse, d'enfance, la Martinique. Et Glissant dit « Agis en ton lieu et pense avec le monde ». L'exposé qu'on a eu tout à l'heure expliquait très en détail et de manière très précise quels enjeux ici concrètement vous avez pour agir très, très, très immédiatement et dans les échéances aussi bien de mobilisation, de résistance ou électorale ici même en Suisse. Mais je pense, et ça va être au fond notre échange, qu'aujourd'hui, agir en nos lieux suppose de penser avec le monde. Nos adversaires ont pris de l'avance. Et de fait, on en voit le déploiement aujourd'hui, les adversaires de l'émancipation, dans toute sa diversité, ils pensent avec le monde. Ils sont sans frontières, et pas seulement au niveau du capitalisme et de sa dynamique démultipliée depuis 4 décennies, mais aussi du côté des extrêmes droites, de leurs internationales intellectuelles, de leurs liens, de leurs réseaux que l'on voit encore une fois se déployer sous nos yeux. Et ce qu'on voit se déployer sous nos yeux, toujours faisant écho à ces urgences qui ont été énumérées tout à l'heure, avec, j'y reviendrai dans l'échange tout à l'heure, on y reviendra, cette hydre à 2 têtes qui donne le tournis à toutes celles et tous ceux qui avaient l'indignation sélective, puisque cette hydre à 2 têtes, elle s'appelle Trump-Poutine,
Elle est d'un côté le capitalisme banditisme nord-américain et de l'autre côté le capitalisme mafieux issu de la fin de l'Union soviétique avec un mix du stalinisme et du tsarisme. Donc on est face à cette hydre à deux têtes. Et cette hydre à deux têtes, aujourd'hui, son objectif, il est sur la table. C'est ce que dit cette affiche. C'est cette année 1948. Ce qu'ils veulent effacer, c'est le sursaut qu'a eu notre continent après la catastrophe européenne. Notre folie de grandeur, j'y reviendrai, a produit une immense catastrophe, 2 guerres mondiales, 30 ans de guerre civile européenne, et au bout du compte, et à cette occasion on les a définis juridiquement, le crime de génocide et le crime contre l'humanité, des montagnes de cadavres. Et c'était notre catastrophe. Hitler n'est évidemment pas étranger à la dynamique impériale, colonisatrice, qui a animé la projection de l'Europe sur le monde et l'invention de cette réalité non pas géographique mais politique que l'on nomme l'Occident. C'est la logique des civilisations supérieures, des humanités supérieures à d'autres, des races supérieures, comme ils l'ont théorisé à cette époque, dans le cadre de la colonisation, avant que le nazisme le pousse jusqu'au bout avec l'antisémitisme européen, et toute cette logique qui a accompagné d'abord par les crimes coloniaux jusqu'à faire retour sur notre continent européen. Et donc il y a eu un sursaut. Il y a eu un sursaut où on s'est dit, mais au fond, des nations, des peuples, des États qui se prétendent civilisés, aussi industrialisés, cultivés, éduqués soient-ils, peuvent devenir des monstruosités barbares. Et donc il faut proclamer des principes au-dessus de ces États, de ces peuples et de ces nations. C'est le sens, la même année, la légende y fait référence, de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée à Paris en 1948. Proclamer des droits humains supérieurs à la revendication de droits pour mon peuple, pour ma nation, pour mon État. Ce que je viens de dire est une phrase très importante, car la philosophe Hannah Arendt le soulignait dans les mots élémentaires par lesquels le nazisme a construit sa dynamique en Allemagne. Il y avait une phrase très élémentaire d'Hitler qui était « ce qui est juste et ce qui est bon pour mon peuple ». La seule loi, c'est ce qui est bon et que je décide d'être bon pour mon peuple. Bien cette phrase, de manière à peu près textuelle, vous l'avez retrouvée sur son réseau social sous la plume de Donald Trump récemment. C'est aujourd'hui ce qui gouverne leur offensive à tous. Ce qui est juste, c'est ce qui est bon, de mon point de vue, pour mon peuple. Pas d'autres lois, pas d'autres principes, pas d'autres valeurs qui s'imposent au-dessus de cela. Et toute la question de 1948, qui est leur cible, c'est le droit international, bien sûr, c'est les droits humains, c'est les libertés fondamentales, et c'est évidemment les droits sociaux, l'idée d'avoir une promesse démocratique et sociale. Nous savons tous que ce qui a été proclamé en 1948 n'a pas été respecté par les États qui l'ont adopté, mais c'était un horizon. Cela construisait un rapport de force pour lutter pour l'émancipation. Et donc, c'est bien cela qui est en jeu. J'y insiste beaucoup aujourd'hui. Il y a tout ce que nous pouvons documenter pays par pays, mais sous des visages différents. C'est une offensive généralisée pour mettre fin au cycle qui s'est ouvert en 1948 et qui a permis, vaille que vaille, des émancipations, des conquêtes de droits, d'inventions de droits nouveaux. C'est ça qu'ils veulent interrompre. Et qu'ils veulent interrompre avec, au fond, une logique qui est d'un monde sans limite. Je pense que cet univers a comme point commun l'illimitisme, pas de limite sur le vivant du monde, sur l'extractivisme du pétrole, du gaz. C'est le capitalisme mafieux russe, c'est d'abord ça sa base. Pas de limite sur l'extractivisme de nos données, qui ne leur appartiennent pas mais dont ils veulent faire leur richesse. Pas de limite sur la domination et l'appropriation. Bien sûr qu'il y a Israël qui a carte blanche pour faire le grand Israël et faire un État
nettoyage ethnique, une épuration ethnique. C'est bien ce qui est en cours aujourd'hui de manière accélérée à Gaza et en Cisjordanie. Mais de l'autre côté, Trump se dresse face à un allié, le Danemark, et dit je veux le Groenland. À un autre, tiens, je ferai bien du Canada le 51e État. Comme Poutine a dit en 2022, je veux l'Ukraine. Je veux l'Ukraine. L'Ukraine doit revenir dans la Grande Russie. Et la date qu'il a choisie de 2022 n'était nullement un hasard, puisqu'il comptait bien la prendre. Et du coup, à la fin de l'année 2022, pour les 100 ans de la création de l'Union soviétique, dire on y est revenu. J'ai recréé l'empire qui avait été défait dans la chute, et au fond dans un hommage à Staline que l'on retrouve dans ces textes, où on retrouve la brutalité du refus du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui a accompagné la dimension grand russe de ce que fut la domination stalinienne sur les pays alliés. Il ne faut pas se tromper, aujourd'hui ils veulent, comme on disait du temps de l'Union soviétique, des pays frères. Dans le deal entre Trump et Poutine, ils veulent mettre un régime à eux en Ukraine. Mais après, ce sera la Moldavie. Comme il y a un pays frère, il s'appelle Orban, et il interdit, y compris la marche des LGBT, comme il a interdit toutes sortes d'autres manifestations des droits élémentaires. J'insiste dans l'introduction de ça parce que c'était en écho. C'est-à-dire nous sommes dans ce moment qui est presque un enjeu de civilisation. C'est un moment où vraiment, je salue le sursaut unitaire pour les élections de demain. Je ne sais pas si la projection du film y a contribué, puisque j'avais appris à ce moment-là les divisions qui traversaient ici les formations qui ont normalement les mêmes valeurs. Mais nous sommes dans un moment où, comme vous aimez dire en Suisse, il y a le feu au lac, et où il y a des querelles qui me paraissent secondaires par rapport à cet enjeu civilisationnel. Et toujours, pour souligner combien c'est un moment décisif, parce vous le voyez bien, la catastrophe, elle commence par des mots. Leur ruse a été de dire « on a le droit de tout dire ». Leur ruse et leur arme a été de dire « on a le droit de tout dire, y compris le pire, y compris l'abject, y compris l'innommable ». C'est comme ça qu'ils ont banalisé le racisme, la xénophobie, l'islamophobie. On a le droit de rien dire. Si, on peut dire, on va dire. Mais maintenant, ils ont tombé le masque. Puisqu'ils ont décidé que nous n'avons plus le droit de dire. Pas seulement la répression des activistes, ou en France, c'est la loi séparatiste ou d'autres, mais vous avez vu cette liste de centaines de mots que Trump a décidé d'interdire. Dans l'administration américaine, les administrations américaines ne peuvent plus employer le mot racisme et antiracisme. Et il y en a plein d'autres, mais tout simplement le mot égalité et inégalité. Le crime est signé. Et comment ils vont faire la traque de ces mots, soit dans la recherche, dans le travail des universités, soit dans les documents administratifs, par l'intelligence artificielle, qui est une arme de destruction massive pour la chasse aux mots. Et donc à se servir de ça pour dire « vous n'avez plus le droit de dire les mots de l'émancipation, les mots de l'espoir, les mots de la conquête des droits ». Donc, en fait, je termine, et je viens très vite ensuite au jardin et la jungle. En fait, nous sommes dans un moment de vérité, dans la diversité, et la Suisse le connaît bien, avec l'histoire de la Fédération jurassienne, a été au cœur de toute cette histoire, de cette longue durée depuis plus de 2 siècles et demi maintenant. Nous sommes des héritiers d'une proclamation qui est très folle et exceptionnelle, qui est la proclamation de l'égalité naturelle. Au fond, ce qui nous rassemble, c'est l'égalité des droits, sans distinction d'origine, de condition, de croyance, d'apparence, de sexe. Voilà, nous avons les mêmes droits, nous naissons libres et égaux en droit. Quand cela a été proclamé, dans la foulée de Jean-Jacques Rousseau, aucun de ces droits n'existait.
C'est ce qui nous a permis d'en conquérir des droits politiques, des droits sociaux, les droits, l'esclavage existait, les droits du travail, le travail des enfants, la journée, tout ça, c'est une conquête permanente et qui est infinie. Jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les mouvements écologistes nous rappellent qu'il y a le droit de la nature, que le gros cerveau que nous avons et l'espèce très destructive, parce que très intelligente que nous sommes, eh bien, ne peut pas tout s'autoriser sur le vivant et détruire avec elle-même toutes les espèces. Comme le nouveau mouvement féministe MeToo nous le rappelle en faisant sauter une nouvelle étape de bataille par rapport à des questions qui traversent tous nos milieux sur la longue durée de prédation du genre auquel j'appartiens. Et donc, la conquête des droits est une machinerie infinie. Et leur cible, c'est d'enrayer ce moteur. D'où, nul hasard, si les droits des femmes, qui sont une question toujours transversale, est leur première cible. Le droit des minorités de genre, le droit de tout ce qui bouillonne dans la société. Et le droit de tout mettre à l'agenda de nouvelles questions. Et donc, du coup, je dis tout ça parce qu'il faut bien... Ce livre est paru en septembre. Dans la foulée, j'ai fait le recueil des articles que j'ai écrits sur la Palestine dans Mediapart depuis 2008, sans changer une virgule, avec une introduction inédite. Et depuis, une démonstration a eu lieu, à tel point que Le Jardin et la jungle, avec une préface que j'ai écrite pour l'occasion, va paraître aux États-Unis. Ça ne m'est jamais arrivé, c'est pas si facile d'être traduit aux États-Unis. Et il paraîtra aux États-Unis en septembre parce qu'il a été vu par une maison d'édition américaine comme un livre un peu prophétique sur ce qu'il ne pensait pas, parce que vous voyez bien la tétanie qui existe, à part Bernie Sanders qui parle, la jeunesse n'a pas d'âge, il a 78 ans, qui fait le tour. Voilà, vous voyez bien, il suffit d'aller voir le compte X d'Obama ou autre, combien les notables démocrates, ils n'ont plus de langue, quoi. Ils ne savent plus quoi dire. Ils ont perdu voilà, toute leur superbe, et ils sont tétanisés par ce qui est arrivé, parce qu'au fond, ils ne croyaient pas à la catastrophe, alors que la catastrophe était déjà là et qu'ils en étaient acteurs. Et j'y reviendrai en laissant Soufiane reposer des questions. Évidemment que la question de Palestine en est le symbole. Et donc, au fond, il faut avoir l'intelligence de notre protestation, de nos résistances, parce que les vents sont contraires. Il faut savoir à quoi on s'attaque. Et Le Jardin et la jungle est une réponse. En français, donc, c'est adresse à l'Europe sur l'idée qu'elle se fait du monde. Le sous-titre américain sera adresse à l'Occident, the West, sur comment il voit le monde. Et donc, le point de départ, à chaque fois, il y a une accroche et puis il y a une métaphore qui traverse tout le livre autour du jardin et de la jungle. C'est donc ce discours du commissaire européen aux affaires étrangères. Il a passé la main l'automne dernier, Josep Borrell, un social-démocrate, socialiste espagnol, tout à fait de bon ton, qui un jour, ça m'a sidéré, devant l'Académie des futurs diplomates européens, dit « L'Europe est un jardin ». Un joli petit jardin où tout fonctionne. Le problème, c'est que tout autour, c'est la jungle et que la jungle risque d'envahir le jardin. Alors, comme c'est un social-démocrate, il ne dit pas qu'il faut faire des murs avec des barbelés pour protéger le jardin des bêtes sauvages. Il dit non, il faut que les jardiniers européens se projettent dans la jungle. Et c'est le cliché total du discours de bonne conscience coloniale qui a des civilisations supérieures, qui apportent le bien, qui apportent de tous ces alibis que ces logiques se sont donnés. Et ce discours m'a sidéré. Et je pense qu'au final, il a sidéré Borrell lui-même, parce que Borrell étant de bonne volonté, son discours a explosé face à quoi ? Face au double standard. Parce que quand il prononce ce discours, c'est quelques mois après l'agression russe contre l'Ukraine. Et donc, la jungle dont il parle, c'est ce retour d'un nouvel impérialisme agresseur qui s'autorise à conquérir un pays qui ne lui déclare pas la guerre, qui veut faire son propre chemin, et ainsi de suite. Et en fait, après,
Borrell, car vous savez qu'en Espagne, il y a, et notamment avec les socialistes au pouvoir, il y a une attitude beaucoup plus correcte que dans d'autres pays européens. Ils ont reconnu l'État de Palestine et la mobilisation de la société est beaucoup plus importante. Et donc Borrell n'a eu que ses larmes pour constater que, du coup, voilà, les grands principes que nous proclamions, que le jardin proclame, eh bien, il ne les respecte pas du tout quand son jardin produit la jungle. Car c'est bien l'image qui est commune à l'ensemble des dirigeants israéliens, y compris travaillistes, c'est de dire nous sommes une villa dans la jungle. C'est une histoire terrible. C'est comme ça qu'Israël ne sera en guerre tout le temps, loin d'être le pays où les Juifs du monde pourraient se retrouver en sécurité. C'est une folie. C'est-à-dire, c'est l'idée, on est comme un corps étranger, on est comme un poste avancé de l'Occident, et on sera en guerre perpétuelle, une villa dans la jungle. C'est une formule d'Ehud Barak quand il était ministre de la Défense et Premier ministre. Et donc, mon livre déconstruit ça. Et il déconstruit, au fond, ce qu'on pourrait appeler, pour faire écho à ce qui est l'hubris, mais qu'il faut prendre au sérieux. Ce n'est pas une folie. Et, je veux dire, Hitler pouvait avoir l'air très très fou, et vous avez vu les conséquences concrètes de ce qui s'est passé. Il ne faut pas s'en tenir à l'anecdote, et il faut vraiment les prendre au mot. Et au fond, l'hubris, Make America Great Again, repris par les extrêmes droites européennes à Madrid, Make Europe Great Again, c'est la catastrophe de la grandeur. Que d'ailleurs, Trump a théorisé dans son discours devant le Congrès. Nous allons faire la plus grande civilisation de l'histoire de l'humanité, la plus forte, la plus dominante. Donc nous sommes devant cette menace-là, la catastrophe de la grandeur. Et au fond, il faut, pour leur répondre, les combattre, porter un imaginaire différent. Porter un imaginaire de résistance qui ne soit pas sur leur terrain, de grandeur, de pouvoir, de puissance, de verticalité. Notre imaginaire, c'est celui de la prise de conscience du fait que nous sommes dans un monde en relation, dans un monde fragile, dans un monde interdépendant, d'où d'un monde de co-respect des droits des uns et des autres, d'égalité des droits. Et vraiment, c'est absolument cette direction-là que nous devons défendre aujourd'hui, en ayant conscience que nous sommes vraiment dans ce moment-là. Et pour terminer sur la barbarie, la barbarie, civilisation, la jungle et le jardin, vous avez vu les polémiques récentes en France, totalement démentielles, quand je dis qu'ils veulent nous interdire de fait de dire des choses, dire cette vérité historique que la colonisation s'est accompagnée de crimes contre l'humanité, cette vérité élémentaire, documentée par tous les historiens, qui va de soi, et dire que ce n'est pas sans rapport avec l'émergence du nazisme, que le nazisme est aussi un colonialisme et un impérialisme à l'échelle de l'Europe, relire tout simplement Aimé Césaire et son discours sur le colonialisme qu'il a énoncé fort bien, eh bien comme vous avez vu, cela ne va plus de soi dans le débat public français, et aucune autorité politique n'est venue au secours de ce journaliste de talk-show éditorialiste Jean-Michel Apathy, qui a dit dans son univers, c'est pour ça que ça a fait de l'étonnement, ce que nous documentons et nous disons depuis toujours. Et pour bien comprendre ça, il y a eu, je viens d'un petit festival, d'un gros festival de séries autour de séries, le cinéma, avec un cinéaste que j'aime bien, Costa Gavras. Il y a eu à Cannes, il y a 2 ans, un film qui a eu la Palme d'Or, que vous avez peut-être vu, La Zone d'intérêt. La Zone d'intérêt, c'est une dame qui tient un très beau petit jardin, dont elle s'occupe très très bien, où tout est en ordre. Madame Heuss. Madame Heuss, c'est la femme du commandant d'Auschwitz. Et le jardin, c'est le jardin de la maison du commandant d'Auschwitz. Et autour du jardin, là, voilà, il y a des barbelés. Et là, il y a l'endroit où 1 200 000 personnes, essentiellement la majorité d'entre elles, parce qu'ils étaient, et elles étaient nées juives, ont été exterminées. C'est notre jungle. Le jardin de la folie de puissance produit la barbarie. Et je le dis dans l'introduction de Palestine, notre blessure, en citant
dans l'histoire française, parce que tout ça renvoie aussi à la folie de grandeur a été toute une histoire récurrente. Napoléon, évidemment, en est l'exemple. Vous savez, pourquoi je dis Palestine, notre blessure? Je pense que la Palestine, à l'échelle du monde, aujourd'hui, le mot Palestine, indépendamment des réalités géopolitiques, des conflits et de la diversité de la société palestinienne elle-même, le mot Palestine, c'est le caillou dans la chaussure de cette année 48. Parce qu'au moment où on prend conscience de notre catastrophe, on proclame des droits, du coup on dit oui, il y a une légitimité à un État d'Israël après le sort qui a été fait aux Juifs d'Europe, on jette notre propre crime sur les dos d'un autre peuple comme un manteau de poussière, les Palestiniens, en laissant se commettre une injustice contre les Palestiniens qui s'est redoublée de manière immense depuis 1967 avec la possession des territoires de Cisjordanie. N'oubliez pas de Gaza en termes de droit international, et ça a été rappelé par la CIJ et par la CPI, Gaza est sous le contrôle d'Israël, parce que ce sont des territoires que Israël a gardés depuis 1967 contre tout droit international, contre toutes les résolutions de l'ONU. Et donc la Palestine est le nom de ce mot d'égalité à l'échelle du monde. D'égalité entre nations, entre peuples, entre États, le droit à vivre normalement et avec les mêmes droits à l'échelle du monde. Et dans l'introduction de Palestine, notre blessure, je fais un écho avec un autre mot, un autre pays mot, qui est pour moi symbolique, et Dieu sait si on lui a fait payer le prix cher d'avoir été jusqu'au bout, après la révolution parlementaire britannique, la révolution d'indépendance américaine, la révolution républicaine française. Je parle évidemment de la révolution anticolonialiste et anti-esclavagiste d'abord, haïtienne. Ce saut dans le vide où la majorité de la population avait été déportée. Ils ne parlaient pas tous la même langue. Et puis dans la dynamique de la Révolution française, ils se sont politisés, ils sont devenus jusqu'à devenir des généraux de l'armée révolutionnaire républicaine. Et puis ils ont fait ce saut de l'ange d'être la première révolution qui a mis à bas ce qui était le cœur de l'accumulation du capital, du capitalisme. Parce que avant les minerais, avant les énergies fossiles, c'était l'homme. C'était l'homme qu'on mettait dans la machine avec une durée de vie éphémère pour produire des richesses qui ont permis l'accumulation du capital, qui a permis au fond l'émergence du capitalisme moderne sur fond de ces sociétés esclavagistes. Et donc Haïti est un mot qui rappelle cette injustice totale qui a été faite et ce crime contre l'humanité. Et je fais une comparaison en citant, vous savez, Napoléon Bonaparte, premier consul encore, veut reconquérir Haïti. Il prend Toussaint Louverture, qui va mourir au fort de Joux, le plus loin possible des côtes. Et puis les armées avec Dessalines haïtiennes continuent, donc il veut conquérir et il envoie des dizaines de milliers d'hommes. Ce sont des armées révolutionnaires, ce sont des armées républicaines, ce sont des armées issus du fait d'avoir fait tomber la monarchie. Ce sont des armées avec ce drapeau révolutionnaire, à l'époque, le drapeau tricolore. Ce sont des armées dont les officiers connaissent la Déclaration des droits de l'homme, dont certains sont dans des loges maçonniques, avec les idéaux humanistes des Lumières. Et le général en chef, il s'appelle Leclerc, c'est le beau-frère de Napoléon. Et il écrit à Bonaparte, c'est son beau-frère, en 1802, face à la résistance qu'il a en face, je ne vois qu'une solution. Les exterminer tous, hommes, femmes, tous sexes confondus, au-dessus de 14 ans. Et un an après, avant de perdre, ils vont perdre à Vertières, et perdre dramatiquement, son adjoint Rochambeau dit au-dessus de 7 ans. Ces hommes sont de chez nous, sont des humanistes. Ils sont civilisés. Ils connaissent les principes, la Déclaration des droits de l'homme, et ils disent exterminez-les tous. Et je le dis dans l'introduction, quand vous voyez ces jeunes Israéliens qui ont documenté des crimes qu'ils ont commis, des assassinats, des enfants tués, des snipers, on se dit mais d'où ça vient? Comment un peuple ne devient pas barbare naturellement? Ça vient de cette folie-là, de cet engrenage colonial,
de cet engrenage de la supériorité. À partir du moment où on pense que l'autre est un barbare, c'est soi-même que l'on barbarise. Et c'est actuellement ce qui est en jeu. Et c'est pour ça qu'il faut se dresser. Pardon, j'ai été à mon tour un peu long, mais je vais être plus court. Question suivante. Bon, le défi, ça va être de trouver une question, du coup, maintenant. Écoutez, s'agissant du livre en tant que tel, bon, c'est vraiment passionnant. Allume le micro sur l'écran. Je l'ai allumé pourtant. Ce qui est passionnant, encore une fois, c'est vraiment le fait de revenir sur des réalités historiques et de voir comment est-ce qu'elles s'imbriquent et voir comment est-ce qu'elles font écho aussi aux circonstances actuelles. Il y a un passage sur De Maistre, vraiment très instructif et très intéressant. Et ce que j'aurais retenu, c'est la question par laquelle De Maistre explique donc aux identitaires qui sont en face de lui comment est-ce qu'il faut tenir éloigné les populations de la gouvernance par la question de la compréhension. C'est-à-dire que si on tient les gens un peu désinformés, ça devrait bien se passer pour les camps conservateurs. C'est un peu la stratégie qu'il emploie. Et ça avait fait écho à un documentaire que j'avais vu passer, s'agissant notamment de l'Académie française, qui dans ses notes relatives à ce dictionnaire, disait « Nous allons créer un document, donc le dictionnaire de l'Académie française, délibérément compliqué, de façon à ce qu'il ne soit pas accessible ni aux ignorants, ni aux simples femmes. » Donc il s'agissait, encore une fois, de rendre l'orthographe compliquée pour pas que les ignorants et les simples femmes, je mets des guillemets, y aient accès. Non, parce que vu mon orthographe, je suis concerné aussi. Mais c'était une façon, encore une fois, de rendre les choses confuses de manière à ce que le pouvoir en place continue à conserver la mainmise sur les choses. Et tout en faisant un grand écart, ça me fait aussi écho à ce que disait tout à l'heure Christian, le fait qu'il y ait des sujets, il parlait tout à l'heure du deuxième pilier ou de l'assurance maladie, qui sont rendus encore une fois complexes pour que justement ce soit traité toujours à l'aune de la conservation. Donc je voudrais revenir quand même sur la question de Maistre, la question de la conservation et aussi le fait de rendre inaccessible une compréhension des choses pour la majorité. Ah oui. Je suis bien content que Soufiane ait pensé à me lancer sur De Maistre, parce que c'est une figure trop peu connue, Joseph De Maistre. Il a sa statue à Chambéry, toujours en France. C'était la Savoie à l'époque, il n'était pas français. Et c'est l'antithèse de Jean-Jacques Rousseau. D'ailleurs, à Chambéry, qu'a fréquenté Jean-Jacques Rousseau, il est, lui, beaucoup moins au centre-ville. Il y a un endroit, petit musée que l'on peut visiter. Et c'est l'antithèse. Jean-Jacques Rousseau, on peut discuter ses écrits sur les femmes, à Jean-Jacques Rousseau, petite parenthèse. Voilà. Mais Jean-Jacques Rousseau, c'est l'égalité naturelle. C'est lui qui au fond, porte ce premier message philosophique, révolutionnaire, radical. Encore une fois, je le redis, toutes les conquêtes des indépendances contre nos colonialisations, les conquêtes contre l'esclavage, les conquêtes des droits sociaux, et tout. Le moteur de l'émancipation, c'est l'égalité. C'est un moteur infini. Et dire ça, c'est se donner de l'optimisme. Parce que ce moteur, il est infini, il est au cœur. Le mot naturel, égalité naturelle, dit bien que c'est notre nature. On ne naît pas raciste, on ne naît pas dans la hiérarchie des humanités, on ne naît pas dans la haine de l'homme. Donc, c'est une construction sociale. Et le moteur pour en sortir, c'est cette espérance de l'émancipation. C'est les causes communes de l'égalité. Quand il y a les révolutions arabes, le Irak algérien, etc., c'est les mêmes mots. Et on le voit bien dans ce qui s'est passé en Syrie, avec des chemins tortueux, mais au fond, un peuple qui a, malgré tout ce qu'il a enduré d'un des pires régimes de la région, eh bien, on a eu des gens qui se retrouvent avec des chemins différents, certains dans leur jeunesse ayant choisi des mouvements dits que l'on considère comme terroristes islamistes et ayant fait leur chemin de politisation. C'est ça le cas de l'actuel président de transition. Je le redis, par rapport à des régimes c'était pareil en Irak, les régimes les plus violents contre leur propre peuple.
Et donc, dans les nouvelles du monde, aujourd'hui, on a aussi ça quand même, hein, même si, évidemment, la situation est très incertaine en Syrie et tous les États alentours vont faire évidemment que ça le soit encore plus. Et donc, Joseph de Maistre est l'antithèse. Joseph de Maistre, avec brio, avec talent, et il fréquente les cours européennes. Et la Savoie, c'est en même temps en partie de l'Italie, c'est le royaume de Sardaigne, etc. Joseph de Maistre écrit, au fond, l'homme, je ne connais pas. Ça n'existe pas, l'homme. Ça n'existe pas. Voilà, je connais telle identité, mais il n'y a pas d'humanité commune. Et c'est une pensée internationale. Joseph de Maistre passe 14 ans à la cour du Tsar. Hein. Donc ça imprègne d'autres cultures. Alors, juste parenthèse, c'est intéressant, c'est qu'en revanche, Joseph de Maistre, quand il écrit sur les femmes, tout d'un coup, il se rappelle ce qu'est l'homme. Puisque, au fond, il dit évidemment que les femmes n'ont pas le droit. Tout d'un coup, il sait que l'homme existe, mais c'est l'homme en tant que genre dominant. Et donc, vous savez, le fondateur du laboratoire intellectuel de l'extrême droite idéologique moderne, qui est l'Action française en France, et de l'antisémitisme moderne, Charles Maurras dira « Notre maître à tous, Joseph de Maistre ». Carl Schmitt, grand juriste et l'un des intellectuels qui a accompagné le nazisme, dira « La référence, c'est de Maistre ». Donc leur socle idéologique, c'est qu'il n'y a pas d'humanité commune. Phrase aussi que l'on retrouve dans un texte d'Hitler. Parce qu'il faut revenir, c'est des mots banaux, comme ça, il y a des mots effroyables, hein, mais comment se banalise quelque chose, hein, comme se banalise dans nos pays aujourd'hui des théories comme le mot grand remplacement, qui est une machinerie terrifiante pour rejeter une partie de nos peuples. Et au bout d'un moment, produire leur effacement, leur destruction. Et Hitler dit dans un discours, notre théorie politique, notre philosophie politique ne connaît pas la notion d'individu du libéralisme. Donc vous n'êtes pas libre et autonome, vous êtes assigné à résidence hein, par votre identité, il n'y a pas la liberté individuelle. Et ne connaît pas, ce sont des mots d'époque, la notion d'humanité qu'il attribue au marxisme, donc il n'y a pas d'humanité commune. Non, nous ne connaissons qu'une réalité, Volk, le peuple, lequel est déterminé par le sang et par la terre. Donc la lignée et l'enracinement. Et il dit, ce sont des mots simples, mais leurs conséquences sont... Et j'ai oublié le mot qu'il emploie, que je cite dans cette citation, sont des... Et de fait, les conséquences vont l'être. Voilà. Et donc, pourquoi c'est important de citer de Maistre ? Parce qu'on le retrouve, en effet, il y a l'aspect que tu as cité, là, que vous avez cité, qui est que j'avais découvert grâce à un procureur antimafia, qui est le refus, qu'il a lu en italien en plus, donc c'était parce que il était lié à ce royaume de Sardaigne, et de Maistre, c'était la théorisation du fait que le peuple ne doit pas savoir, hein, que le peuple ne doit pas savoir ce qui est d'intérêt public, et que c'est comme ça qu'on le tient. Hein, on le tient en ne lui permettant pas de savoir, en ne lui permettant pas d'avoir accès à y voir clair, hein, à avoir des connaissances, et c'est évidemment ce qui est totalement en jeu actuellement, avec cette ruse d'un déluge d'opinions, y compris les pires, pour tuer l'information, tuer un rapport au réel. Mais de Maistre, on le retrouve et est totalement actualisé, comme en fait celui qui a sonné l'alarme et dont il faut retrouver la pensée, je le développe dans le livre, dans un livre qui est un best-seller, dont l'auteur est un philosophe américano-israélien, Yoram Hazony. Ce livre, c'est la Bible d'Orban en Hongrie, c'est la Bible des conservateurs radicaux qui ont rejoint le tropisme, c'est la Bible de Netanyahou et des droites extrêmes en Israël, et c'est la Bible, en français il est préfacé par un publiciste d'extrême droite, ça s'appelle « Les vertus du nationalisme ». Et ce livre explique exactement, un livre intellectuel avec des raisonnements, des références, exactement ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de droit supérieur au droit que veut une nation, que veut un peuple. Il n'y a pas de droit humain supérieur.
petite parenthèse, je l'ai écrit dans Mediapart, au cas où une présidente ou un président d'extrême droite arrive en France, il est déjà prévu, en 70 jours, grâce à l'article 11 de la Constitution française, de faire passer dans cette dynamique électorale un renversement de la Constitution française, dont le prétexte, comme toujours, c'est l'immigration. Mais en fait, le principe, c'est de dire il n'y a rien au-dessus d'une Constitution nationale, laquelle énonce la préférence ou la priorité nationale. Pas de Cour européenne des droits de l'homme, pas de droits humains fondamentaux, et la priorité à ce qui est bon pour notre peuple. Et donc le peuple, du coup, évidemment, c'est la première marche qui coûte pour dévaler l'escalier. De cela, on en vient à dire qu'est-ce qui définit la priorité nationale, quel est le français de souche, le sang, la terre. Et vous voyez bien l'obsession, le mot d'échéance de nationalité qui est revenu. La révolution nationale du maréchal Pétain en France, à Vichy, son premier acte, ce sont des déchéances de nationalité. C'est l'idée qu'il y a un ennemi de l'intérieur, qu'il y a une partie des citoyens qu'il faut sortir de la nation, il faut purifier la nation. Et donc de Metz, c'est ça. Mais vous voyez, on n'a pas assez lu nos adversaires. Ce Yoram Hazony, il est dans tous les conclaves de l'extrême droite. Et il parle les langues. Comme Alexandre Douguine, qui déjà il y a 30 ans était le correspondant de l'extrême droite intellectuelle française à Élément, le Grèce, à Moscou, fondateur du Parti national bolchevique, et qui est aujourd'hui un des idéologues publicistes de la guerre de Poutine, au nom des valeurs traditionnelles, contre un Occident décadent. Et ce Douguine, qui a survécu à un attentat, c'est sa fille qui est décédée, est l'idéologue de cela. Et il parle d'ailleurs dans toutes les langues, et il parle au monde entier sur le thème, et c'est un piège qui est tendu aux pays du Sud, qui ont plein de raisons d'être dans un ressentiment contre ce qu'a fait l'Europe et l'Occident, de dire, mais en fait, vous voyez, au nom de leurs valeurs universelles, ils ont piétiné vos identités, ils ont piétiné vos histoires et vos cultures. Nous, ce qu'on vous dit, c'est chacun chez soi. Chacun chez soi. Et donc, bien sûr, on peut tout à fait s'arranger avec un régime comme le régime iranien qui réprime son peuple, et pas seulement femme, vie, liberté, les femmes ont porté ça, mais qui réprime la soif de son peuple. Et on s'arrange avec toutes sortes de régimes en disant chacun chez soi. Et c'est un partage du monde mafieux. On s'arrange, je te donne ce territoire, on le voit de manière très très claire, le deal Poutine et Trump a été conclu. Il est là, tout ça est habillage. Poutine a acté avec Trump le fait qu'il garde ses conquêtes territoriales, d'empêcher que l'Ukraine puisse s'armer et d'empêcher qu'elle puisse rejoindre un statut international qui lui donne un certain rapport de force. Et donc, lui, il a le temps pour lui. Et dans le côté, tu as carte blanche avec ton copain Netanyahou, et regardez l'accélération. La Riviera, la Côte d'Azur, c'est-à-dire le nettoyage ethnique. Rendez-vous compte que des émissaires américains et israéliens ont été voir des gens au Soudan et sur les pays d'Afrique de l'Est, qui sont dans des guerres civiles terribles, avec des crimes contre l'humanité, pour leur demander quoi ? De recevoir 2 millions de Gazaouis. Ces démarches ont eu lieu. Tout ça tombe tellement, c'est la théorisation de Bannon, inonder la zone de merde. Donc, je suis désolé, là, je mets des guillemets, c'est sa phrase, mais qu'on ne prend même pas la gravité vraiment de ce qui se passe. Ça, c'est le retour à, je le redis, résonance historique, à ce qui a été au cœur de la solution finale nazie. Elle a commencé par le plan Madagascar, suggéré par un ministre français des Affaires étrangères qui reçoit Ribbentrop après le lâche soulagement de Munich et qui lui dit « On est d'accord, oui, on est d'accord, il y en a trop de migrants. » En l'occurrence, c'était les migrants des communautés juives pauvres, des Shtettes fuyants, les Shtetl et les persécutions d'Europe centrale, qui étaient dans les ateliers, qui se disaient, voilà, liberté, égalité, carte d'identité, qui venaient en France. Donc il y en a trop. L'antisémitisme étant au cœur du racisme dominant de cette époque.
Et donc c'est le ministre français qui dit ça à Ribbentrop, qui au passage avait demandé qu'au dîner d'État, les 2 ministres juifs du gouvernement ne soient pas présents, ce que la République bonne fille acceptera. 2 ministres qui seront tués plus tard par la milice pétainiste. Donc je dis ça sur le décor, le moment, réception officielle du ministre nazi. Hein, on est en 1938, ces gens ont des ambassades, tout ça. Et fin 1938, l'autre lui dit, on a une idée, nous on est un grand empire, toujours le fantasme colonial, une peuple sans terre, une terre sans peuple, il n'y a personne, c'est vide. Hein, ça a marché pour l'Algérie, ça se retrouve évidemment dans l'histoire d'Israël-Palestine. Et du coup on a Madagascar, une grande île très loin, il n'y a personne. Et les nazis, en 1940, quand ils vont prendre l'Europe, ils vont étudier le plan Madagascar. Et puis après, ils vont l'abandonner, trouver que c'est trop compliqué, trop cher. Mais dans le film sur la conférence de Wannsee, qui a été fait à partir des documents historiques, vous voyez un des intervenants qui dit « Mais au fait, le plan Madagascar ». Donc, ça commence d'abord par l'idée d'effacer l'autre, qui ne soit plus présent. Ce que l'extrême droite aujourd'hui dans notre continent appelle la remigration. Qu'ils partent, qu'on ne les voit plus. Ce que demande la droite et l'extrême droite israélienne. Qu'ils partent, qu'on ne les voit plus. Les Palestiniens sont évidemment face à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et une logique génocidaire. Mais s'ils partent, ils ont la vie sauve. Mais qu'ils partent. C'est-à-dire que ce n'est pas la même obsession qui a gagné le nazisme de dire je veux les exterminer parce qu'ils sont juifs. En revanche, si tu es palestinien mais que tu vas au Soudan, je te laisserai la vie sauve. Mais que tu disparaisses de ma vue. Que tu disparaisses, que tu ne sois plus là, que tu ne sois plus sur cette terre que je revendique. Et donc, on a l'engrenage qui peut conduire au pire des horreurs, c'est celui-là. Et cet engrenage a un nom. En 1948, de la même manière qu'il y a le caillou dans la chaussure de l'égalité, de notre chaussure mondiale, de la question de l'égalité que pose la Palestine, le sort fait à la Palestine, eh bien en 1948, il y a autre chose qui se passe et qui revient là. Pour ça que ce symbole de cette année est essentiel. En 1948, il y a une butte témoin coloniale au sud de notre planète, au sud du continent africain. Le régime africanaire instaure en 1948 le régime d'apartheid, le régime de séparation. White people, colored people. On ne peut pas partager les mêmes lieux, les mêmes habitations, évidemment les écoles, les bancs, les files d'attente, rien. C'est la séparation totale. D'où viennent 4 des milliardaires qui sont au cœur du Trumpisme aujourd'hui, dont le premier d'entre eux, Elon Musk, de l'apartheid. Et ils en sont clairement dans cette idéologie, y compris au point d'être clairement nostalgiques du nazisme. Donc c'est l'idéologie de la séparation qui revient et qui est au cœur de ce discours de l'inégalité de Joseph de Metz et de ce que Yoram Mazony dans ce livre. Il dit voilà, si à partir du moment où il y a un peuple, une identité, eh bien évidemment la définition de la nation, c'est l'identité dominante. Et donc, il y a des minoritaires, les minoritaires doivent se plier. Et s'ils ne plient pas, ils doivent partir. Et c'est écrit dans ce livre intellectuel, discuté de colloque en colloque. Bref, voilà, ils savent très bien où ils veulent aller. Et ils ont aujourd'hui, à l'échelle du monde, voilà, un nouveau pacte, qui est le pacte d'un capitalisme mafieux. Ce n'est pas le pacte germano-soviétique qui a fait un grand désespérance à gauche en 1939, mais c'est le pacte américano-russe. Il est là. Ils sont totalement imbriqués l'un et l'autre. Et je voudrais dire, puisque ces débats partagent la gauche, combien c'est le moment aussi de sortir de beaucoup de réflexes, ce qu'on appelle le campisme, avoir l'indignation sélective. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 2 campismes qui sont tombés de leur fauteuil. Alors évidemment, quand on est de gauche, on voit bien comment le campisme qui idéalise les États-Unis comme le monde libre, la démocratie américaine va nous sauver et tout, il voit des États-Unis crypto-fascistes défendant ces idéologies et on ne peut évidemment pas soutenir l'Ukraine en ayant comme allié Trump. Mais à gauche,
il faut quand même le dire aussi, car on a loupé des marches, et notamment autour de la solidarité avec le peuple syrien, eh bien, l'idée de dire, face à l'impérialisme américain, bon, vaille que vaille, même s'il n'est pas très gentil avec son peuple, Poutine, c'est un héritier de l'Union soviétique, ça fait barrière. Ben non. C'est la même chose, c'est la même idéologie d'extrême droite. Et c'est au cœur d'une même alliance qui est là. Et donc le campisme, pourquoi le campisme est toujours une erreur d'optique? Parce qu'il ne voit que les États. Il oublie l'agenda des peuples, la dynamique des peuples. Il voit qu'il y a des États qui manipulent, qui savent ce qui est bon, qui vont régler les problèmes. Non, il y a des peuples. Et d'ailleurs, ce qui est en train de fait par nos gouvernants, c'est des discussions entre États autour de l'armement, avec toute la logique capitaliste que ça peut entraîner, mais pas une logique de mobilisation des peuples, d'explication aux peuples. Et pour terminer, voyez ce symbole qui n'a pas fait les grandes manchettes. Il y a eu une résolution aux Nations Unies, en Assemblée générale des Nations Unies, de solidarité avec l'Ukraine, pour défendre son intégrité territoriale. Elle a été adoptée. Il y a eu beaucoup d'abstentions liées au double standard. Les ravages, ce que vous ne faites pas sur Gaza. Voilà. Bon. Dans un moment, je rappelle que Trump, je le redis, a criminalisé la Cour pénale internationale. Les magistrats de la Cour pénale internationale ne peuvent plus venir aux États-Unis, ils seraient arrêtés. Et Trump, quand il fait ça, il y a deux types qui sont ravis, ils s'appellent Poutine et Netanyahou, qui tous les deux étaient sur des mandats de la Cour pénale internationale. Libellés, pareil, les mêmes demandes. Bon. Et donc, à cette Assemblée générale des Nations Unies, eh bien, la résolution qui est finalement passée, en Assemblée générale, on n'est pas au Conseil de sécurité, où il y a le veto, vote contre, évidemment, la Russie, avec la Corée du Nord, avec le Nicaragua, histoire terrible de ce qui est devenu la révolution sandiniste. Et puis, vote contre aussi les États-Unis de Trump, pas de soutien à l'Ukraine. Et puis, vote contre aussi, et là, ça n'a pas fait les headlines, comme on dit, Israël. Israël a voté contre le soutien à l'Ukraine. Nous qui disions le double standard, tout soutien inconditionnel à la guerre criminelle de vengeance que mène depuis le 7 octobre Netanyahou à Gaza est un cadeau fait à Poutine, c'était signé. C'était là, sous les yeux de tout le monde. Voilà. Et donc, nous, on doit essayer de tenir tous les bouts. Mais j'insiste vraiment, il faut qu'on lise un peu plus nos adversaires. Ils savent exactement. Et la revanche qu'ils veulent prendre, ce n'est pas une petite revanche conservatrice. Ce n'est pas simplement conforter les intérêts du capital, etc. Bien sûr, qui en profitent. Regardez comment les grands milliardaires de la Silicon Valley ont basculé du côté de Trump, etc. Mais c'est une revanche plus fondamentale sur la promesse qu'ils nous fondent. Ce qui a commencé à la fin du XVIIIe siècle, dont tous nos ismes sont issus. Dans notre diversité, socialisme, communisme, anarchisme, tout ce que vous voulez, tout ça, syndicalisme évidemment, est parti de cela. Et c'est cela qu'ils veulent mettre à bas. Et il faut les prendre au sérieux. Bon, je ne remonte pas le moral, mais en fait, j'essaye au contraire plutôt de vous dire que on n'a pas le temps de se plaindre, au contraire. Voilà. Bon, j'ai lu de Maistre. Bon, on m'applaudit parce que j'ai lu de Maistre. S'agissant de Maistre, bon, juste en un mot, il faut quand même préciser que il dit qu'il n'y a pas il n'y a pas d'humanité, mais qu'il y a plutôt des Français, des Italiens, des Autrichiens. Bon, mais quand on le lit, on voit bien qu'il parle plutôt du bourgeois français, du bourgeois italien. Il n'a pas trop voyagé dans les campagnes, donc c'est une petite parenthèse. Maintenant, sur la passerelle que je veux faire s'agissant de ce que tu as dit par rapport aux Palestiniens, que si finalement, par exemple, ils allaient au Soudan, ça pourrait régler d'une certaine façon la situation. Pas si on y trouve du pétrole.
je pense. Entre autres. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je pense que dans la propagande à laquelle on assiste s'agissant de l'avènement du racisme, mais de façon quasiment théorisée quasiment chaque jour à la télévision, on laisse entendre que les mouvements politiques racistes auraient une sorte d'idéologie un petit peu simple, presque simpliste, c'est-à-dire, ce que tu as dit, il suffirait que ces personnes retournent chez elles. Mais je ne pense pas que ce soit vrai, parce que quand on regarde les faits, jamais les Européens se sont demandé à quel moment ils allaient laisser l'Afrique tranquille. Ça veut dire que des Africains pourraient retourner chez eux, qu'on aurait quand même nos intérêts là-bas. Et on a l'exemple parfait avec un Vincent Bolloré qui œuvre pour la fermeture des frontières en France, alors qu'il détient des ports, notamment au Sénégal. Donc en fait, ils sont totalement imbriqués, y compris chez les autres, qu'ils appellent la jungle. Et c'est pour ça que dans le livre, à un moment donné, il est question même d'une sorte d'idée, si on les suit un petit peu dans cette logique un peu folle, il faudrait peut-être une sorte d'Afrique sans les Africains. Ce serait peut-être un petit peu ça la solution. Mais même pas en fait. Parce qu'ils ont besoin de la main-d'œuvre sur place pour pouvoir procéder à l'extractivisme, pour utiliser les enfants, notamment au Kivu, et continuer encore une fois à extraire. Donc la logique des logiques, je pense, ce serait de pouvoir disposer des individus, de leur vie et de leur mort, selon ce qui nous semble juste. Je pense que c'est ça, en fait, la logique des logiques dans laquelle on va s'agissant de cette inégalité proclamée. Ah oui. Non, tu as entièrement raison, et tu as raison de me préciser ou rectifier là-dessus, parce qu'en effet, je pense que c'est une avidité sans limite. C'est une machine infernale. Et alors, en disant ça, pour moi, c'est une façon aussi de se donner de l'espoir. Je m'explique, dans la période actuelle, il y a longtemps, puisque je fais partie de ceux qui ne sont pas surpris par la catastrophe, j'ai sonné le tocsin d'article en article, de livre en livre, et c'est pour ça que j'ai publié les preuves sur la Palestine. Le premier article, c'est une adresse à Obama, Palestine où se joue la paix du monde, disant voilà, vous êtes une nouveauté dans cette Amérique avec cette violence, et il y a un absent à la fête, c'est la Palestine. Et à cette époque-là, c'était déjà encore une énième guerre à Gaza, et de la même manière qu'il y a une lettre ouverte à un autre président, François Hollande, qui a été celui de la bascule française en rupture avec la tradition politique de Gaulle à Mitterrand, de soutien inconditionnel. Donc le soutien inconditionnel est toujours une perdition, de soutien inconditionnel à l'État d'Israël. C'était en 2014, les interdictions préalables de manifestations, la criminalisation des mobilisations sur la Palestine, tout ce qui s'est développé depuis. Et donc, pourquoi je dis que c'est une façon pas de se rassurer, mais de se dire qu'il y a un chemin d'espoir dans la résistance. C'est la phrase d'Antonio Gramsci que j'avais popularisée dès Dire-nous, qui est une phrase exceptionnelle. Alors, il y a eu la traduction littérale dit la crise, c'est quand il y a un vieux monde qui est en train de mourir et qui ne veut pas mourir, et il y a un nouveau monde qui ne s'est pas encore imposé. Et entre les deux surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Et en fait, il y a une traduction poétique qui dit un vieux monde tarde à mourir, un nouveau monde tarde à naître, dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Nous y sommes. Nous sommes dans ce monde-là. Nous sommes dans ce moment-là. Et ce moment-là, il faut en retenir, c'est que ce monde qui fait beaucoup de dégâts et qui a la main, qui a le rapport de force, est un monde mort en même temps. C'est-à-dire, il n'est pas mort, il est encore très vivant, mais c'est un monde condamné. C'est intenable. Ils ne réfléchissent qu'à dimension de leur propre vie ou de leur succession en termes de possession et de prédation. D'ailleurs, un des problèmes du clan poutinien dans sa fuite en avant dans la guerre, c'est comment ce capitalisme mafieux, criminel, va pouvoir garder toutes ces richesses et les transmettre. Et d'où la guerre leur a servi à une totale suppression de ce qui existait encore comme linéament de mobilisation de la société civile, d'expression. Même le mémorial sur les crimes du stalinisme a été supprimé. Pas de syndicats, pas de presse, etc. Tout ça. Bon, donc ils se méfient de leur société.
Et ils se méfient du mouvement de la société. Leur obsession des questions de genre et du féminisme va de pair. Leur masculinisme, c'est aussi une réaction à ce qui a surgi de la société, et qui est universel. C'est pour ça que je citais l'Iran tout à l'heure, il y a des causes universelles de la légitimité des droits et de l'égalité des droits. Et donc, ce monde est condamné. C'est un monde, j'ai employé ce néologisme dans ce livre, et j'ai vu que Dominique de Villepin l'avait repris, l'illimitisme. Et en fait, ils ne veulent pas avoir de limites. Pas de limite sur manger le cœur de la terre, pas de limite sur l'appropriation de la jouissance des territoires, pas de limite sur les corps et la prédation des corps, et la domination à tout point de vue. Aucune limite de richesse, d'accumulation, aucune limite de folie, de science-fiction, d'aller sur Mars ou ailleurs. C'est le monde de l'illimitisme. Et ce monde-là est un monde qui nous menace tous, qui menace le vivant, donc eux-mêmes aussi. Ça ne peut pas marcher. Vivre en société, c'est apprendre des limites. Vivre en humanité, c'est apprendre des limites. C'est respecter l'autre, c'est construire une relation. Et ce n'est pas l'illimitisme. Et donc, c'est un monde qui va dans le gouffre et qui veut nous y entraîner en même temps. Et donc, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire, bien sûr que... et je fais confiance à la capacité de résistance et de longue survie de la Palestine. Je dédie ce livre notamment à Elias Sambar. Quand moi, je suis déprimé, j'appelle Elias Sambar, qui est un très bon ami, qui représente une des voix de la Palestine depuis très longtemps en France, avec Leïla Chaïd. Et de là où il parle, lui qui a quitté Haïfa au moment de la Nakba à 1 an, il a toujours une blague à raconter. Il rit de la blague avant de l'énoncer et il me remonte le moral. Or, lui, il a toutes les raisons d'être désespéré. Il avait... toutes sortes, c'est lui qui traduit en français Mahmoud Darwish, la littérature, les arts, etc. Il a été pris, requis par cette cause. Eh bien, voilà, c'est pour ça que je disais, on n'a pas le droit de se lamenter quand il y en a d'autres qui tiennent bon et vraiment la dignité en termes de créativité de son peuple, d'inventivité, on l'a vu dans tout Gaza, entre les poèmes, les vidéos de beaucoup les soins, vraiment les journalistes. Enfin, je ne vais pas dire tout ce que vous savez sur toutes ces belles personnes qui ne sont plus là, qui sont dans ce charnier. Donc, voilà, les chiffres ne veulent rien dire. On dit 40 000, mais combien y en a-t-il de plus, et qu'est-ce que ça signifie comme blessés, et voilà. Et Dieu sait si ce n'est pas la plainte qu'on entend de leur côté. C'est la dignité. C'est la dignité. C'est une certaine tenue. Et donc, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord que c'est une machine infernale à détruire l'humanité, en fait. À détruire l'humanité, et en faisant ça, à détruire leur propre humanité. Je l'ai dit dans l'introduction, et je l'ai dit dans un article, ça a fait des débats. Je suis certains pro-palestiniens je dirais d'arrière-garde, au sens où ils ne sont pas au front dans nos continents, et qui sont plus radicaux que les Palestiniens eux-mêmes. Alors que je disais, m'ont critiqué, je dis dans la foulée de Mandela, et en ce sens j'ai critiqué le moyen d'action du Hamas et de ses alliés le 7 octobre, que quand on est du camp de l'émancipation, on ne peut pas être comme les oppresseurs qui pensent que la fin justifie les moyens. Nous, c'est les moyens qui déterminent la fin. On a une éthique de notre lutte. Et Mandela, j'ai raconté ça, l'ANC a même fait une autocritique sur des attentats qu'ils avaient faits contre des civils dans la fin de l'apartheid, avant la libération de Mandela. Il y avait eu des discussions politiques, et puis après ils l'ont fait dans l'instance vérité, réconciliation, vérité, liberté, où y compris les gens de l'ANC venaient dire les actes qu'ils avaient commis pour une cause légitime. Et au fond, dans ce qu'a fait Mandela, Dieu sait si ses camarades de lutte avaient toutes les raisons de dire les Afrikaners, regardez ce qu'ils nous ont fait, c'est terrible, qu'ils s'en aillent, on a gagné, qu'ils partent. Et c'est Mandela,
Il y a un film très grand public qui le raconte, qui est Invictus sur la Coupe du Monde de rugby, mondial de rugby, qui dit non, on va faire avec, y compris mes gardes, on prend les gardes de Clerc et les copains de l'ANC, là, tu es dans la clandestinité pendant 30 ans, vous allez discuter avec eux. Bon, c'est-à-dire que, bien sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que quand on est du côté de l'émancipation, on a aussi en charge de libérer, non pas les criminels, mais les peuples qui ont été gagnés par l'oppression. Et ça renvoie à toutes sortes de débats qui ont accompagné, y compris les indépendances. Moi, j'ai aussi grandi en Algérie. Le congrès de la Soumam, du mouvement indépendantiste algérien, bien avant la brutalisation de la guerre coloniale en 1957 et en 1956, qu'il est tenu, est une promesse d'une Algérie plurielle, d'une Algérie qui tient compte de sa diversité. Et la brutalisation par la guerre effroyable, la torture, qui est faite par la République française, elle a eu comme conséquence de brutaliser le mouvement indépendantiste lui-même, comme Israël a brutalisé le mouvement national palestinien, en forçant l'affrontement entre Hamas et l'OLP. Et du coup, le principal auteur de la charte de la Soumam, porte-parole du congrès de la Soumam, tout d'un coup j'oublie son nom, a été assassiné par ses camarades au Maroc peu après, dans le cadre de la militarisation de Aban Ramdan, de la militarisation de voilà. Et je dis ça juste parce que il faut aussi dans ce moment-là déployer cette complexité-là, cette force-là, parce que on a besoin de rassembler. S'il y a le feu au lac, on a besoin de rassembler. Et je ne vais pas rentrer dans toutes les polémiques qui traversent le débat public français, mais si on a besoin de rassembler, justement, on ne doit pas donner prise à des raccourcis, on doit montrer une certaine hauteur qui montre que, encore une fois, notre imaginaire est d'une éthique plus forte. Il est éthique, justement, là où il n'y a pas d'éthique en face. Et là où le ministre de la Défense israélien, 2 jours après le 7 octobre, dit « Nous sommes face à des animaux humains ». Et donc, bien sûr, et il annonce le génocide, enfin, le feu vert à des crimes de guerre et des crimes de génocide possibles, puisqu'il dit on peut couper l'eau, couper tout, qui n'est plus rien. Et à partir du moment où on dit c'est des animaux, le militaire, le soldat qui entend ça, si c'est des animaux, je peux tout me permettre. Bref, l'universel, l'humanisme, l'internationalisme, voilà, ça, c'est sur vos frêles épaules aujourd'hui. C'est effectivement une transition qui apparaît aussi dans le livre, puisqu'à un moment donné, il y a une citation de Frantz Fanon qui dit lorsque l'on parle des Juifs, tendez l'oreille, c'est de vous dont on parle. Et je pense que, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris, cette citation fait référence au fait que l'antisémitisme, l'erreur par rapport à l'antisémitisme, donc par rapport au racisme, c'est de croire que c'est l'affaire des principaux concernés. Non, la question de l'antisémitisme, comme la question de l'islamophobie et comme la question de l'attaque aux minorités de manière générale, c'est une question qui concerne tout le monde. Parce que si l'essentialisme se répand dans la société, eh bien, elle ne laissera personne, en fait, indemne de cette situation. Tu parles d'or, bravo. Merci. Maintenant, s'agissant des sectorisations, ça me permet aussi de faire référence à Solidarité qui sont là, et la criminalisation de la solidarité dont tu as parlé tout à l'heure. Le reproche qu'on leur fait, c'est d'être des woke. Un mot qui revient pas mal et que tu cites aussi. Bon, woke veut dire se réveiller. Donc j'en déduis qu'ils préféraient quand on dormait. Mais surtout, ça laisse à réfléchir que on revient à ce qu'on disait de Demestre tout à l'heure, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on reproche aux woke, c'est précisément de se mêler de choses dont ils ne devraient pas se mêler finalement. Ce qui n'est pas une accusation, ce qui est un aveu. Et pourtant, dans le débat public, le seul fait de cibler quelqu'un comme étant un woke devrait suffire à le criminaliser. Et c'est ce que tu fais comme démonstration s'agissant de la criminalisation de la solidarité. Je crois que je l'ai vu sur un petit post-it, je ne sais pas si c'était en allant aux toilettes, c'est Bob Marley.
stand up, get up. Don't give up the fight. Stand up for your rights. Voilà, c'est ça, être woke. C'est wake up, c'est être réveillé, c'est ne pas être indifférent, ne pas être résigné. Voilà, et c'est exceptionnel l'utilisation de ce mot. Alors bon, il y a eu islamo-gauchisme, hein, je suis le pape de l'islamo-gauchisme. Bon, voilà. Alors bon, pour certains qui ne veulent pas accepter la complexité de ce que je dis, j'ai maintenant d'autres mots d'oiseaux qui me sont servis de l'autre côté. Bon, voilà, mais bon, peu importe, on continue notre chemin. Bon, mais voilà, c'est exceptionnel. Alors, petite parenthèse, le Figaro, comme je considère que dans le débat international actuel, je ne sais pas quelles sont les traductions en politique intérieure française dans le désastre qui s'annonce pour l'instant. Je considère que la parole de Dominique de Villepin est une parole rassembleuse, comme elle le fut en 2003, et avec ce sentiment de la fragilité. Je parle depuis un vieux pays, d'un vieux continent. Hein. Bon, voilà, c'est pour ça qu'on s'est reconnu dans ce discours contre la folie américaine qui a produit Trump. Hein. Trump est l'enfant de toutes ces folies successives américaines. Il les radicalise, mais il est cela. Et comme j'ai fait un long entretien avec Dominique de Villepin, j'ai inventé, paraît-il, l'islamo-gaullisme. Bon, voilà. Donc il y a eu l'islamo-gauchisme, maintenant il y a l'islamo-gaullisme, c'est dans le Figaro, bon, etc. Mais cette idée du wokisme, c'est vraiment très très fort. C'est soyez indifférents. Soyez indifférents. Ne vous occupez pas du monde, ne vous occupez pas des autres, soyez égoïstes, soyez enfermés. C'est exceptionnel. Et là, vous voyez, quand je disais agis en ton lieu et pense avec le monde, c'est des très très vieilles réflexions de qu'est-ce que c'est que les gauches, le camp de l'émancipation. J'aime bien dire l'émancipation puisque les pouvoirs de gauche et l'étiquette gauche n'a pas forcément été une garantie au sens partisan du terme. Mais le mouvement de l'émancipation, de la conquête, de la défense des droits est sans frontières. Et c'est un philosophe, Gilles Deleuze, qui disait être de gauche, c'est de partir du lointain. On pense d'abord au loin, puis après on vient progressivement jusqu'à soi. Et quand on venait de droite, c'est-à-dire qu'on ne veut que rien ne bouge, hein, c'est ça que ça veut dire au fond de droite, on part de soi, hein, ma maison, ma rue, mon village, etc. Et un autre avait très bien dit dans un livre qui s'appelle « Pensée de droite », et ça pouvait retrouver des étiquettes de régime qui confèrent ce que je disais sur la Russie, mais on pourrait parler de la Chine. C'est au fond vouloir que la réalité soit immobile, qu'on ne bouge plus, hein, que le réel soit intangible, que le réel du moment soit intangible et qu'on ne le bouge plus, sauf à se gaver et à avoir encore plus de richesse, encore plus de pouvoir, etc. Et donc, c'est sidérant. Voilà. Il y a une phrase, j'ai cité Gramsci tout à l'heure, un de ses textes de 1916, il dit « Je hais les indifférents ». Je hais les indifférents. Je me demande si je ne l'ai pas là sur mon téléphone, je pourrais même vous le citer, parce que je hais les indifférents. Un homme ne peut vivre, 1917, un homme ne peut vivre véritablement sans être un citoyen et sans résister. L'indifférence, c'est l'aboulie, le parasitisme et la lâcheté, non la vie. C'est pourquoi je hais les indifférents. L'indifférence est le poids mort de l'histoire. Donc ils veulent nous ensevelir sous le poids mort de l'histoire. Il y a aussi une référence à Peggy à la fin du livre, mais j'ai mal retenu la citation. Le problème n'est pas une âme mauvaise, mais une âme qui s'accommode. Une âme habituée. Voilà, habituée. Une âme habituée. Pire que les âmes perverses, les âmes habituées. L'habitude. Hein. Il y a d'autres formules, mais souvent c'est des vieilles traditions qu'il faut, hein, comme un capital intellectuel. C'est un autre penseur, Walter Benjamin, qui dit la catastrophe, c'est que tout continue comme avant. Hein. Qu'on laisse tout continuer comme avant. C'est pour ça que je me suis permis plein de rappels d'actualité pour dire, mais regardez ce qu'on a sous les yeux. Moi, je vous le dis comme je le pense.
Je suis sidéré que les forces progressistes dans nos pays n'aient pas organisé des grands rassemblements, ni Trump ni Poutine, solidarité avec Gaza, avec l'Ukraine, etc. Je suis sidéré qu'il n'y ait pas de grandes déclarations, de principes, etc. Et je suis sidéré de voir que ce qui emporte, c'est la course à l'appropriation sectaire de ces protestations qui ne sont quand même pas celles de telle ou telle formation politique, qui sont d'abord le mouvement de la société. Et c'est ça, construire la digue. C'est vraiment se retrouver collectivement autour de cela, ce qu'on a en commun. Après, il y a des nuances, après, on ne sera pas forcément d'accord, mais quand même, là, je pense qu'on peut être d'accord sur ce à quoi il faut résister. Pardon. Pas de problème. Il y a pas mal de pages sur le nazisme, et effectivement, ça faisait aussi écho à une citation qui revenait pas mal. Alors, la citation est radicale, mais après, je pense qu'il ne faut ni avoir peur d'une citation par sa seule radicalité, ni se contraindre à être radical pour être radical. Bon, c'est un petit tuto que je donne. Mais la phrase radicale me questionne en tant que telle. C'est la question de ce qu'avait soulevé Aimé Césaire s'agissant du nazisme. Ce que dit notamment Aimé Césaire, c'est le fait que Hitler n'est pas un corps étranger. Et il nous oblige à penser la question du nazisme en dehors en s'écartant de la seule question morale. C'est-à-dire que c'est assez insuffisant de dire que le nazisme c'est mal et que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Hitler était un fou. Je pense revenir à l'histoire, c'est revenir au fait qu'il y a eu une propagande qui, comme tu disais, par à la fois des mots, par des réalités matérielles, objectivement, où des capitalistes se sont joints au gouvernement allemand. Et ce sont ces réalités historiques qui ont permis, in fine, pas à pas, la réalisation du nazisme. Et la phrase radicale à laquelle fait référence Aimé Césaire, c'est de dire « mais Hitler a adopté des principes colonialistes auxquels nous étions habitués uniquement à l'égard des populations asiatiques, à l'égard des Noirs d'Afrique ou à l'égard des Arabes d'Algérie. » Alors, radical ou pas, moi la question que je pose, c'est est-ce que c'est juste ce parallèle ? Oui, c'est même très bien développé par un historien qui est Enzo Traverso, et on le retrouve même chez Hannah Arendt dans Les origines du totalitarisme, qui est un livre qui est bâti en 3 parties. La première, c'est le surgissement de l'antisémitisme moderne en Europe. La dernière, c'est le totalitarisme. Et au milieu, il y a l'impérialisme. Et comment il fait retour sur notre continent, y compris, il y a des aspects historiques très documentés. Par exemple, les officiers très gradés de la Wehrmacht qui ont vraiment soutenu d'emblée la dynamique du nazisme, avaient fait leurs armes en Namibie, avaient fait leurs armes dans des territoires qui sont autour de l'Afrique du Sud, où, on le sait, il y a eu le génocide des Herero, avec un général von Trotha. C'est très rare que sur les génocides, on ait des notes, des écrits. Il y a toujours une euphémisation. C'est pour ça que je vous citais les écrits de Leclerc en Haïti. Et von Trotha dit, voilà, si vous ne partez pas, on vous extermine tous. Et il donne l'ordre d'exterminer. Il donne l'ordre, comme nous avons publié, petite parenthèse, il y a une semaine, une note du général Salan pendant la bataille du commandant en chef des armées françaises en Algérie, pendant la guerre d'Algérie, qui donne la consigne d'interrogatoire poussé. Ce qui veut dire de la torture, et d'ailleurs il sait très bien ce qu'il veut dire, puisqu'il est dit que la note ne doit pas être reproduite, que les consignes doivent être données oralement, et c'est un historien qui vient de trouver cette note qui montre que voilà, oui, la torture était officielle et qu'elle était connue des autorités, et c'est une barbarie, c'est le passage à la barbarie, c'est ça que ça voulait dire. Et donc, aujourd'hui, depuis Césaire, puisque Césaire, le discours sur le colonialisme, c'est 1950, les origines du totalitarisme, c'est au début des années 50, et les travaux d'historiens, c'est de nos jours. Donc Césaire a une intuition très forte. La
les passages, faut les rappeler parce que c'est écrit de manière très claire. Colonisation, tête de pont dans une civilisation de la barbarie, d'où à n'importe quel moment peut déboucher la négation pure et simple de la civilisation. Ce qu'il ne pardonne pas l'intellectuel bourgeois, voilà, bien installé dans la posture morale. Voilà. Ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les Koulis de l'Inde et les Nègres d'Afrique. C'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme, d'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait sordidement raciste. Au bout du capitalisme désireux de survivre, il y a Hitler. Au bout de l'humanisme formel et du renoncement philosophique, il y a Hitler. Donc c'est très fort et très difficile à entendre aujourd'hui, pour faire la polémique autour de Jean-Michel Apathy. Mais c'est évident, cet engrenage. Et au-delà de ce qu'un historien comme Johan Chapoutot documente dans ses derniers livres, de montrer comment les élites économiques du monde des affaires ont joué l'hitlérisme, quitte à jouer sur une machine infernale, ou après qui ne fait plus de tri, dans sa logique d'extermination, de tri social. Les familles juives, bourgeoises, qui sont restées, la catastrophe va pas durer, comme c'est la vieille formule que vous connaissez. Les optimistes, ils ont fini à Auschwitz, et les pessimistes, ils ont fini à Hollywood. C'est de l'humour juif, mais ça a été vrai. Toute une partie d'élites sociales n'ont pas voulu croire tout de suite à la catastrophe parce que dans un certain conservatisme, l'origine ne protège de rien, des aveuglements, etc. Et donc oui, bien sûr que Hitler n'est pas un corps étranger. Et là, on est au cœur de notre présent. C'est-à-dire de faire de la Shoah, du génocide dont ont été victimes les Juifs d'Europe, de la destruction des Juifs d'Europe, au fond un souvenir mort, et non pas un souvenir vivant. Moi, la génération que j'ai connue, celle des Vidal-Naquet et d'autres, qui sont des orphelins, ou de François Maspero, qui a fondé la maison d'édition où maintenant je publie, ce sont des gens rescapés du génocide, orphelins de parents, mais qui en avaient comme leçon qu'ils ne devaient pas être indifférents aux crimes commis contre d'autres, qui n'étaient pas dans l'enfermement sur je porte la mémoire d'un crime et la mémoire de ce crime me rend intouchable, injustifiable. Et ça, je le dis souvent, l'origine ne protège de rien. Oui, il y a une extrême droite juive suprémaciste en Israël, comme il y a toujours eu au sein du mouvement sioniste une aile d'extrême droite, une aile nationaliste identitaire d'extrême droite, avec Jabotinsky et d'autres. Et donc, et là, il y a le fait de ne pas admettre la provocation intellectuelle et documentée historiquement que nous fait Césaire, c'est aussi se servir de la mémoire d'un crime incommensurable pour paralyser la vigilance, paralyser l'indignation, paralyser le fait de se sentir concerné et du coup tendre un piège qui se retourne, qui est terrible, qui du coup va réalimenter l'antisémitisme, évidemment, parce que c'est une assignation à dire les communautés juives sont forcément solidaires d'Israël. Non, je veux dire, voilà, il n'y a pas d'assignation comme cela, il n'y a pas d'assignation à résidence, évidemment. Et là, je trouve que c'est un engrenage terrible. Je pense que la mémoire des crimes est une mémoire qui doit amener, au contraire, à être vigilant à l'humanité, puisque nous parlons de crimes contre l'humanité et à toutes les humanités. Et je voudrais citer un texte parce que je le cite très souvent, et on doit le brandir, ce texte, parce que
Alors, non, il est dans... Je vais le trouver, il est pas dans ce livre-là, mais je vais le trouver. C'est un texte que je... alors, est-ce que je le retrouve facilement? C'est un texte qui a été publié dans Haaretz, le grand quotidien israélien, à l'automne 67, après la guerre des 6 jours et l'occupation des territoires. Et dans ce texte, ça a été signé par des citoyens israéliens qui animaient un mouvement qui est aujourd'hui disparu, qui s'appelait Matzpen, ce qui veut dire la boussole de l'égalité. Et ça m'émeut d'en parler, puisque une des figures de ce mouvement qui est une très belle personne et qui symboliquement, parce qu'il a des problèmes, mais c'est comme si sa santé avait rattrapé l'état du monde. Il est pratiquement muet aujourd'hui, il est à Jérusalem. C'est Michel Warschawski qui a toujours défendu en Israël la cause palestinienne, et il a besoin d'un instrument respiratoire pour parler, tout ça. Il est voilà, il a beaucoup fumé aussi, mais c'est comme si quelque part la catastrophe le rendait muet. Et ce texte est vraiment, il faut le citer, Avi Mograbi, qui est un réalisateur israélien qui est parti en exil aujourd'hui, il vit au Portugal, l'a cité dans un rassemblement qui a été fait par des cinéastes du monde entier face à Gaza, par rapport à la catastrophe de Gaza, fin 2003, dans une réunion publique, et c'est le suivant. Notre droit de nous défendre contre l'extermination ne nous donne pas le droit d'opprimer les autres. L'occupation entraîne une domination étrangère. Une domination étrangère entraîne la résistance. La résistance entraîne la répression. La répression entraîne le terrorisme et le contre-terrorisme. Les victimes du terrorisme sont en général des innocents. La mainmise sur les territoires occupés fera de nous des assassins et des assassinés. Fera de nous des assassins et des assassinés. Sortons des territoires occupés maintenant. Et donc, Matzpen, ça veut dire la boussole. Donc, la boussole de l'égalité, du droit et de la justice. Et il faut convoquer ces mémoires-là contre la spirale des prisons identitaires, qui est le piège aussi qui est tendu. Mon intérêt, ma communauté, mon identité. Et c'est... Voilà. Comment dire ? Il y a eu d'autres catastrophes où ils se sont retrouvés qu'à quelques dizaines. Et puis après, ça a fait, je pense à Zimmerswald au début de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, il ne faut pas désespérer. Il faut tenir le cap comme ça. Voilà. Je crois vraiment l'inquiétude et l'antichambre de l'espérance et que c'est le moment, enfin c'est le moment de ne pas être comme des lapins pris dans les phares ou comme des papillons affolés par une lumière. Et c'est le moment d'abord d'y voir clair. Quel moment on traverse, qu'est-ce qu'on a en face et quelle est notre responsabilité. Et à partir du moment où on a bien calé ça, on se met en ordre et on essaye de faire ce qu'on peut. Merci. Très, très intéressant ce texte, et puis c'est même dans la chronologie. Oui, je vais faire tourner. Et puis aussi même par rapport à la chronologie effectivement des événements qui se passent. Il y avait peut-être une dernière question que j'allais poser pour qu'on arrive tout doucement à la fin. Effectivement, je renvoie aussi aux travaux de Johann Chapoutot que tu viens de citer, qui répète cette question de Hitler est de notre temps et de notre lieu. Là, il vient de sortir une synthèse de 600 pages, juste une synthèse. Donc, il ne faudrait peut-être pas lui demander de développer le propos. Mais voilà, très intéressant. Et il montre à quel point ce n'est pas une aberration. Ce sont des choses qui se reproduisent. Et du coup, j'ai repris la citation que tu évoques de Mike Davis, un proche de Trump. Parce qu'effectivement, ça peut faire écho aussi au fait qu'avant l'arrivée du nazisme, on pouvait penser que les nazis déjà n'arriveraient pas au pouvoir, et même arrivant au pouvoir ne feraient pas tout ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Et en réalité, il y a cette citation de Mike Davis, donc toute récente, un proche de Donald Trump, qui dit « Nous allons déporter, nous allons expulser beaucoup de gens, 10 millions de personnes, des bébés, leurs parents, leurs grands-parents, nous allons mettre les enfants dans des cages, ce sera glorieux. »
Et donc, les phrases, elles sont là. C'est-à-dire elles sont sous nos yeux, c'est assez factuel. Et effectivement, la question du nazisme, elle s'inscrit aussi dans cette logique coloniale. Je parlais de Chapoutot qui en parle dans La loi du sang, où à un moment donné, il donne la parole à Goebbels, qui dit « Mais l'Europe de l'Est, ce sera notre Inde à nous ». Les Slaves doivent être en esclaves. C'est ça. Il n'y avait pas que l'antisémitisme, il y avait toutes les hiérarchies, et les Slaves étaient une humanité inférieure. C'est ça. Et il prononce la question de la colonisation. Il la prononce. Donc encore une fois, l'erreur fondamentale, c'est de disséquer ces deux choses. Les pages du livre se terminent sur l'illimétisme. Tu en as beaucoup parlé aujourd'hui. Est-ce que la seule chose qu'on peut opposer à l'illimétisme, donc l'absence de limite, est-ce que c'est pas le commun, de manière générale ? Bien sûr. Et je te laisse la parole sur ça. Non, mais la réponse est dans la question. J'aime bien souvent parler des causes communes de l'égalité. Et puis, deux intellectuels avaient fait, Dardot et Laval, justement, un gros livre sur les communs. Hein, voilà. Et bien sûr, c'est évidemment ça qu'on doit voir en partage. J'ai lu Le moment nazi, la grosse somme qu'ils ont fait à Troyes, Chapoutot, et son dernier livre. Attention, dans cette lecture, qui est vraie, sur comment le capitalisme, dans sa volonté obsessionnelle de survivre, ce que décrivait, compris tout le tableau sur les attaques sociales en Suisse en introduction, est prêt à donner la main à des pouvoirs autoritaires, identitaires, à la chasse au bouc émissaire. Bon, cet engrenage est là sous nos yeux et au fond, à faire la courte échelle à ce qu'ils prétendent combattre au nom d'une démocratie libérale et en fait à être les fourriers de l'avènement de pouvoirs d'extrême droite. C'est vrai. Mais attention historiquement, et le livre, leur grosse somme sur le monde nazi, c'était pas le monde nazi, la grosse somme qu'ils ont faite, à un angle mort. Et là, les jeunes générations doivent le revisiter. C'est comme s'il y avait cette fatalité d'un monde qui veut survivre et qui, du coup, fait le bulldozer avec les nazis. Et donc, ce monde qui veut survivre, c'est aussi tout le monde qui est dans le compromis avec le capitalisme. Et ça embarque, évidemment, la façon dont certaines forces social-démocrates à gauche peuvent être du côté du marché, du côté de ses compromis, du côté de ses aveuglements. On parlait de comment les socialistes français, avec Hollande, n'ont pas été au rendez-vous de plein de ces questions et même des idéaux originels de leur formation politique. Mais du coup, là, il y a une impasse sur une autre chose qui est totalement attestée historiquement, qui est la division à l'échelle internationale des gauches. Ce qu'on a appelé le Parti communiste allemand fait des scores très très importants, et le Parti socialiste aussi, électoralement 2 ans avant l'avènement du nazisme. Et quelques mois avant 1933, le parti nazi est en perte de vitesse électorale. Le problème, c'est que la ligne politique imposée par l'Union soviétique au Parti communiste allemand, c'est de dire que le pire ennemi n'est pas le nazi, c'est le social-démocrate. Que le pire ennemi, c'est l'autre formation politique rivale. Et cela donne des choses fratricides, d'une violence inouïe, voilà, et qui ont eu beaucoup de conséquences, c'est-à-dire dans un moment, voilà, et en fait avec des forces politiques qui ne croyaient pas possible l'avènement de l'extrême droite, voilà, d'Hitler, et le voyaient comme un pantin, comme ça. Et l'autre moment qui est sous-estimé, y compris même curieusement expliqué comme si c'était pour gagner du temps, c'est le pacte germano-soviétique, qui est quand même, Staline détruit l'internationalisme, détruit les cadres de l'armée rouge, fait les procès de Moscou, liquide la majorité de la génération révolutionnaire, en les accusant d'être des espions, enfin une histoire terrible qui est une imposture totale, et au bout du compte va faire le pacte germano-soviétique dont une idéologie de reconstruction a posteriori dit que c'était pour gagner du temps, puisqu'en effet après l'Union soviétique, et grâce à ses peuples, va résister à Barbarossa et va
faire le plus gros sacrifice. Hein. C'est de ce côté-là que sera fait le plus gros sacrifice humain pour vaincre le nazisme. Mais au bout du compte, d'abord, il y a eu ce moment de démobilisation, de démoralisation. Et je dis ça parce que aujourd'hui, moi, le spectacle que je vois, en tout cas vu de France, enfin en France, me sidère par les divisions des gauches. Hein. Nous avons fait un petit sursaut électoral qui est venu de la société, qui n'est pas venu des partis et des dynamiques des partis, auxquels nous avons participé en tant que journal lié à la société civile. Et de ce sursaut électoral, ils n'ont rien fait. Hein. Ils n'ont pas appelé à faire des comités du nouveau Front populaire partout. Ils sont revenus à leur cuisine partidaire. Du coup, ils sont revenus à leur logique de gauche irréconciliable et de manière de plus en plus virulente. Et c'est très désespérant parce que derrière, il y a des jeunes militants, il y a des gens qui sont disponibles. Hein, et il y a une société qui est disponible pour être rassemblée comme ça, mais il y a des appareils politiques qui, pour moi, aujourd'hui, ne sont pas à la hauteur de cette situation. Et je trouve ça... Et qui sont dans l'obsession en fait, de la conquête du pouvoir électoral, de la présidentielle, alors qu'il faut d'abord mobiliser la société. Hein, il faut d'abord organiser la société, donner du courage à ceux qui renoncent, à ceux qui ont peur, à ceux qui basculent. Hein, je le redis, on ne naît pas fasciste, nazi, raciste, etc. Hein, voilà, il faut, comme on le fait quand je parle dans un lieu syndical, comme on fait quand on fait des mouvements, des grèves, on ne demande pas aux personnes quels sont leurs bulletins de vote, hein, on fait par la lutte, hein, on construit quelque chose, on construit une dynamique, et on est vraiment dans ce moment-là. Et là, il y a un temps qui est perdu et je ne suis pas sûr qu'on arrive à le regagner. Voilà. Merci beaucoup, Éluge Plenel, par rapport à toutes ces explications. Je le répète, le livre est en vente là-bas auprès de la librairie. Donc, si je ne l'ai pas assez bien présenté, achetez-le quand même parce que... Sinon, ils vont repartir avec des cartons très lourds, donc ne leur faites pas payer. Je remercie Aline, je remercie vraiment le SSP par rapport à la disponibilité qu'ils ont accordée et le fait d'avoir permis cet événement. Je remercie aussi Solidarité de nous avoir aussi aidés par rapport à l'organisation. Et je remercie du Plenel pour sa présence ce soir. C'était très instructif. Merci. Peut-être, je ne sais pas s'il y a un micro qu'on peut faire, ou sinon on vous entend, je crois. Donc s'il y avait des questions, vous pouvez profiter de ce moment. Alors, merci pour ces exposés. Puisque toi, même si on se connaît pas, mais puisque tu as élargi ta vision de ce qui est en effet l'actuelle barbarie libérée des propriétaires des capitaux et de leurs représentants, qui est dans une phase très aiguë aujourd'hui, mais tu l'as développé sur 2 siècles presque. De la révolte des esclaves, de la révolution des esclaves de Saint-Domingue et d'Haïti jusqu'à nos jours. Et on peut dire, je schématise et je réduis certainement, mais si on dit, il y a peut-être eu 3 gros porteurs de l'égalité naturelle que tu as évoqués, qui ont fait de contrepoids à cette constante barbarie des propriétaires du capital ces 2 derniers siècles. Le mouvement ouvrier, là où il existait notamment en Europe, mais aussi dans d'autres pays notamment industrialisés, le mouvement de décolonisation, et puis et qui est aussi présent depuis au moins un siècle et demi, le mouvement des femmes, je dirais.
c'est peut-être ces trois-là. Bien vu. Et qui ont, en différentes phases de cette histoire tragique de ces jardins de barbarie, en effet, fait des contrepoids et qui ont aussi amené à cette civilisation, à ce moment de civilisation de 48, 1948. Aujourd'hui, tu les vois où, les porteurs et porteuses de cette égalité naturelle qui peuvent arriver à exercer un réel contrepoids contractuel avec le déchaînement, par rapport au déchaînement de cette barbarie capitale. Je vais peut-être vous surprendre, je les vois partout. Le problème, c'est qu'on a un problème dans la traduction politique ou étatique. Si on prend les révolutions arabes, si on prend les surgissements qu'il y a eu dans les pays africains, y compris contre le néocolonialisme français, il y a une vitalité permanente qui est là, avec ces mots de justice, d'égalité. C'est pour ça que j'ai parlé de la Syrie. Dans les pays africains, ces surgissements ont produit finalement des régimes qui sont des régimes autoritaires contre leur peuple, avec des militaires qui épousent ce ressentiment anti-français, anti-occidental, avec sa légitimité, et dans une alliance dont joue très très bien la Russie. Encore qu'elle va être un petit peu déstabilisée par son alliance avec les États-Unis d'Amérique, là, parce que voilà comment ça fonctionne dans leur façon où ils utilisaient une sorte de tiers-mondisme du ressentiment, dans une logique impériale de la Russie. Là, comment ça fonctionne, on va voir. Donc, premièrement, du côté de ce que tu appelles le mouvement des décolonisations, les surgissements des peuples n'ont pas arrêté. J'ai cité Femmes, Vie, Liberté. Voilà, et je rappelle qu'il y a déjà eu une révolution verte en Iran en 2009. Bon, le Liban a fait plusieurs moments de surgissement, pour prendre le Liban, avec d'ailleurs un journaliste, un camarade journaliste qui a été victime ensuite, qui a été assassiné probablement par les bras droits du régime, enfin le bras armé du régime syrien qui considérait le Liban comme son protectorat, Samir Kassir. Donc voilà, le Irak algérien, parce que dans toute la façon dont la France met de l'huile sur le feu de manière tout à fait irresponsable dans la relation avec l'Algérie, avec notre propre histoire, en même temps elle a en face d'elle un pouvoir qui utilise la rente mémorielle de l'indépendance et du sentiment national, parce qu'il l'utilise pour, y compris, geler la protestation de son peuple, qui est l'interruption de ce Irak qui est à partir de 2020 et de sa répression. Donc, côté des mouvements de décolonisation, voilà, on l'existe. Je prends le mouvement ouvrier, et le problème, c'est les défaites, bien sûr, mais sur les retraites en France, jamais on n'avait vu un mouvement aussi unanime. Tous les syndicats, y compris des syndicats dont une partie des adhérents votent peut-être à l'extrême droite. Tous les syndicats. C'est pour ça que l'attitude du pouvoir français est criminelle. Depuis 1950 en France, dans la foulée de 1948, la démocratie, elle est théoriquement sociale. Donc les syndicats sont un acteur de la démocratie. Il n'y a pas que l'élection des députés, etc. La démocratie ne se ramène pas qu'au droit de vote. Une justice indépendante, une presse libre et des syndicats. Voilà. Et donc, il est totalement criminel, politiquement, d'avoir voulu imposer une réforme alors que, dans les fois précédentes, les pouvoirs jouaient sur la division, notamment entre la CGT et la CFDT, sur les retraites. Là, il y avait unanimité. L'ensemble des organisations syndicales. Donc tout le monde avait compris que derrière les retraites, en plus, c'est les solidarités intergénérationnelles. Hasard génétique fait que ça se voit moins. J'ai 72 ans. Je veux dire, la question des retraites pour notre génération, c'est nous qui aidons nos petits-enfants, plus que nos enfants. Parce que nous sommes des générations qui ont des meilleures retraites face à des enfants qui peuvent être confrontés à des difficultés. Donc là, il y a des vraies solidarités intergénérationnelles. La question des retraites n'est pas seulement le pouvoir des retraités eux-mêmes, mais c'est comment une société tient ensemble. Donc je prends cet exemple
qui montrent bien, comme il y a eu d'ailleurs en Belgique où le pouvoir syndical est autrement important, il y a eu des fortes mobilisations syndicales. Et d'ailleurs, du coup, par exemple, en Belgique, ces mobilisations syndicales entraînent des forces de gauche qui sont moins banalisées. Le Parti socialiste belge, sur la question de Palestine, sur les questions internationales, est autrement en rendez-vous que le Parti socialiste français. Et c'est lié à l'existence d'un mouvement ouvrier belge qui existe. Et j'ai fait quelques réunions avec Paul Magnette où j'ai pu le voir, y compris dans qui sont les gens qui viennent, etc. Et enfin, MeToo, c'est bien pour ça qu'il y a le backlash, là. MeToo est là. MeToo est une révolution incommensurable. J'ai reçu dans cette émission que j'ai sur Mediapart une écrivaine, Lola Lafont. Elle a dit « Le seul moment de joie politique de mon existence, elle a 50 ans, c'est MeToo. » C'est un point de non-retour qui ébranle. Alors bien sûr qu'il s'y attaque. Pourquoi ? Parce que MeToo est porteur de l'imaginaire politique dont nous avons besoin. L'imaginaire de la précaution, de la fragilité. MeToo renvoie à un imaginaire anthropologique. Nous sommes des prématurés à cause du gros cerveau. Nous sommes une espèce verticale et une espèce où le mâle a considéré qu'il avait le pouvoir sur la femelle. Le pouvoir de procréation, c'est lui qui décide, c'est lui qui détermine. Et il faut le dire, même s'il y a quelques exceptions dans le vivant, nous sommes quand même la seule espèce où le mâle peut massacrer sa femelle. Il y a quelques exceptions, des spécialistes vous diront, mais quand même, etc. Globalement, dans les espèces envahissantes, la seule espèce où il arrive que le mâle massacre sa femelle, c'est-à-dire que voilà, les crimes de violence sexistes et sexuelles. Et donc, qu'est-ce que ça porte comme imaginaire ? Eh bien, c'est de sortir de cet imaginaire où, parce qu'on a un très gros cerveau, on est Homo sapiens, on s'est baptisé Homo sapiens, donc on est très savant, mais en fait, on est Homo démens aussi. Et on détruit. Et on est l'espèce la plus destructrice. Et donc, MeToo oblige, en nous bousculant, je parle du genre auquel j'appartiens, à nous remettre en cause, mais tout un héritage, non pas seulement d'inconscience, mais je dirais de non-conscience de ces rapports de force, de ces rapports de domination, de ces rapports de prédation. Et ce qu'on a sous le visage de Trump, de Poutine et d'autres, c'est vraiment presque de manière caricaturale ce monde qui est mis en cause. Et donc je crois vraiment qu'il y a là quelque chose qui porte une écologie de la politique, y compris par rapport aux urgences écologiques. Il ne s'agit pas d'avoir des partis écologiques qui s'occupent du vivant, il s'agit d'avoir une politique qui soit elle-même écologique, dans la précaution, dans le lien avec la société, dans la relation, dans la compréhension que la politique ne se ramène pas au droit de vote, parce que ces pouvoirs terrifiants aujourd'hui sont des pouvoirs qui ont la légitimité de l'élection. Et la légitimité, alors on peut dire que chez Poutine c'est totalement truqué, mais chez Trump ça ne l'est pas là. Et donc la légitimité de l'élection m'autorise à tout faire. Eh bien non, la démocratie, c'est justement un système complexe. Et donc, ça porte un nouvel imaginaire démocratique. Donc, bien sûr qu'il y aura beaucoup de dégâts entre-temps, et d'abord par les cibles. Là, ils ont annoncé, il y a 500 000 personnes qui doivent partir là, dans les semaines à venir. Vous avez vu l'humiliation de la déportation. Alors, comme c'est des gangs criminels, personne ne verse une larme, mais qui ont été déportés, qui sont vénézuéliens, mais qui ont été déportés au Salvador, là où un président a adopté le Bitcoin comme monnaie. Enfin, tout ça est terrible, dans aussi un monde irréel qui est créé, un monde de science-fiction. C'est leur Bible. C'est au fond, j'ai dit souvent, voilà, on est dans un moment où l'Empire contre-attaque. Il faut relire Star Wars, enfin revisiter Star Wars, et il y a des gens qui passent du côté obscur de la Force. Anakin Skywalker, voilà, il n'était pas méchant au début, et puis voilà, il finit Dark Vador, voilà, bon, faut revisiter ces univers-là. Oui, nous sommes dans un moment-là où les forces de l'intérêt peuvent être là. Mais je suis entièrement d'accord en disant qu'il y a ces trois forces de résistance, et elles sont là. Simplement, là où ça bug, et voilà, c'est
comment on arrive à créer des dynamiques politiques en termes de questions stratégiques, questions de pouvoir, questions électorales, qui permettent de rassembler autour de ça. Et là, peut-être faut-il sortir de logiciels anciens, que pour ma part, je suis d'une génération qui les a bien connus, qui sont les logiciels avant-gardistes, les logiciels... Et peut-être faut-il, et là je parle en terrain, vous n'êtes pas loin de la fédération jurassienne que je convoquais, je pense que peut-être aussi que le camp de l'émancipation, et c'était à l'origine des organisations syndicales, doit revisiter un peu mieux son héritage libertaire, cet héritage qui se méfiait justement des avant-gardes autoproclamés, qui se méfiait des sachants qui savaient mieux que le peuple ce qui était bon pour lui, parce qu'on sait quand même tous les chagrins politiques que ça a pu créer. Et tu parlais du commun. Je pense que d'abord l'engagement se joue là où on vit, là où on travaille. Je n'aime pas beaucoup les professeurs de radicalité qu'on ne voit pas au pied du mur. Ça se voit d'abord dans l'entreprise où on est, dans le lieu où on habite, dans la communauté avec laquelle on vit, dans le métier qu'on fait. Pour ma part, je demande simplement qu'on me demande des comptes sur ce que j'ai fait de ce métier. Et c'est là que se joue l'engagement. Et le syndicalisme en est la meilleure école, parce qu'il nous rappelle ça d'abord, voilà, que c'est là que ça se joue. On doit en plus arriver à convaincre des collègues qui ont des préjugés. Voilà, le chemin de l'émancipation, c'est une échappée. C'est un mouvement comme ça, on s'échappe. Ça pourrait être l'autre synonyme, comme un déplacement. Et ce déplacement se fait dans ces actions-là. Et donc, il faut reconvoquer. Nous avons... je ne pense pas qu'il y ait beaucoup à inventer. Nous avons ce capital, mais nous l'avons un peu délaissé. Il y a eu, je parle de la France, depuis l'élection de François Mitterrand, une gauche qui a été convertie à l'obsession électorale. Et ce sont devenus des partis d'élus, d'apprentis élus, de collaborateurs d'élus, de futurs élus. Bon, voilà. Après, la société, du coup, on l'a un peu délaissée. Voilà ma réponse. Oui, pardon. Bonsoir. Alors déjà, je te remercie d'avoir mis vraiment en avant le fait que le nazisme, ce n'est pas une météorite qui est venue nulle part. C'est vraiment un truc qui s'inscrit vraiment dans un contexte qui était déjà là à l'époque. Ceci dit, je voudrais me faire plus une remarque qu'une question, si ça ne vous dérange pas. C'est juste qu'à un moment, tu as dit que les autorités n'avaient pas été choquées par le fait que... par le fait qu'il y a eu... Enfin, n'ont pas vraiment soutenu les propos de Jean-Baptiste Chapati. C'est pas totalement... Sur le coup, c'est pas totalement vrai. Il y avait quand même Rajita Kaout, de Renaissance, en partie que je déteste. D'accord. Autant pour moi, alors. La présidente... Autant pour moi. Qui est aussi la présidente du Haut Commissariat de Diaspora africaine de France. D'accord. Et qui, malgré le fait qu'elle était sur CNews, malgré le fait qu'elle était avec Morandini, avec des gens qui n'étaient pas du tout... Elle fait déjà une erreur d'aller sur CNews, mais ok. Mais d'accord. Mais elle a défendu Jean-Michel Apathy. Elle a même dit qu'il avait été léger, en fait, dans ses propos. D'accord. Je ne regarde pas assez CNews, désolé. C'est juste, bien sûr, c'est pas assez, c'est pas pour dire que tout va bien au meilleur des mondes, mais juste pour dire qu'il y a aussi quand même quelques réactions. Et que bon, faut pas faire la même erreur que certains au NFP, c'est-à-dire ne pas valoriser ce qui est déjà là. Bravo. Merci pour cette remarque. Je peux faire une remarque aussi. Je fais juste une remarque. Il y a une autre main de la salle. Voilà, pardon. Tout d'abord, merci de votre présentation. En fait, vous avez évoqué ce terrain de l'extrême droite globale qui incite en fait à donner la priorité au peuple. Donc, avec comme source d'inspiration le livre que vous avez cité, je crois que c'est Les vertus du nationalisme. Donc, moi, n'ayant pas lu le livre, en fait, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils intègrent dans cette catégorie. Donc, si je prends en fait l'exemple de la France, je pense qu'en fait, en écoutant les discours du Rassemblement national, je ne suis pas sûr en fait que quand ils parlent en fait de peuple, je ne suis pas sûr en fait d'y voir en fait les Arabes, les Juifs et les personnes basanées. Bien sûr.
Non, mais bien sûr, c'est une logique identitaire qui est derrière ce mot de nationalisme. C'est une logique identitaire. Et donc de refus de la diversité des peuples, et puis de refus de penser que nous sommes non seulement dans un monde interdépendant, mais que le monde est en nous. Le monde est en nous. Et là, je mets juste en garde, c'est que c'est un danger qui concerne... Personne n'est à l'abri, y compris, par exemple, j'ai suivi... Je sais qu'on a échangé tout à l'heure que vous avez un lien avec le Sénégal, y compris dans les débats, dans la transition nouvelle au Sénégal qui a eu lieu, il peut y avoir le risque d'une sorte de fierté nationale qui se retourne contre la diversité du peuple lui-même. Je pense par exemple à la longue histoire de la crise au Casamance, et il y a eu l'interdiction d'un livre qui racontait les choses sur la Casamance, etc. Donc il y a cette tendance à ce que j'appellerais le grand un du pouvoir et le grand même de l'identité. Et je bâtis mon pouvoir, une fois que je l'ai conquis, sur une identité qui est fermée, et qui ne voit pas la diversité de mon propre peuple. Diversité confessionnelle, diversité de culture, diversité de genre, diversité... Et là, et moi, c'est une vieille bataille en France. Je dis que la France est une nation multiculturelle. Elle n'est pas... Là, cette vieille formule « une et indivisible » est une formule de la Révolution française quand elle était attaquée de l'extérieur, mais elle est profondément multiculturelle, y compris d'ailleurs l'hexagone français a été construit en méprisant et en réprimant une diversité, la diversité bretonne, la diversité occitane. Voilà, on est fait de ce creuset, et puis la longue projection de la France sur le monde se retrouve dans son peuple. Et là, c'est pour ça que j'invite vraiment à lire Édouard Glissant, qui est vraiment, pour moi, dans une littérature qui est aussi bien poétique, philosophique que politique. Notamment, il y a un recueil des manifestes qu'il a écrit avec Patrick Chamoiseau à la Découverte, qui sont formidables, dont un contre l'identité nationale, Quand les murs tombent, en 2007. Il y a dans tous ces écrits, il y a au fond, on a cité beaucoup Césaire, il y a l'imaginaire politique voilà, il n'y a pas d'identité à racine unique d'un monde en relation. La citation que j'ai mise en exergue du Jardin et de la Jungle est tirée de leur manifeste Quand les murs tombent, par rapport au ministère mûr de l'identité nationale, quand ça a commencé en France. Le temps viendra où le désir de dominer, de dicter sa loi, de bâtir son empire, la fierté d'être le plus fort, l'orgueil de détenir la vérité seront considérés comme un des signes les plus sûrs de la barbarie à l'œuvre dans l'histoire des humanités. Voilà. Et donc, voilà, et on retrouve ça, on a échangé ensemble là, sur les émissions que je fais. J'ai commencé avec Souleymane Bachir Diane. Justement, il est dans cette pensée-là. C'est un philosophe qui est un philosophe au cœur de l'islam. Un philosophe, il est musulman. Il enseignait aux États-Unis. Il va arrêter. Il est lui aussi sénégalais, et il a pensé, par exemple, cette question de l'universel, y compris quand on dit les droits universels. Et en fait, dans la foulée d'Édouard Glissant, il dit il n'y a pas d'universel, parce que quand on dit l'universel, on dit moi je suis propriétaire de l'universel, donc c'est ma règle qui est la bonne. Non, il y a de l'universalisable. Il y a qu'est-ce qu'on arrive à partager ensemble. Comment on universaliser. Et c'est un très beau livre qu'il a fait. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se décentrer. Tout ça est disponible. Il y a des pensées, il y a des gens qui nous regardent, qui pensent comme... Voilà, et qui voient tout ça. Et le risque... Parce que nous sommes la cible. La cible de Trump-Poutine, c'est l'Europe. C'est l'Europe. C'est changer les régimes ici. Ils ont essayé en soutenant l'extrême droite en Allemagne. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Je pense que les systèmes parlementaires résistent mieux. Mélanie, elle a beau, après tant d'années de Berlusconi, elle est là, mais ça n'a pas totalement encore basculé en Italie. Le parquet est indépendant, il y a une presse, etc. La France est la cible la plus fragile, puisque c'est la roulette russe. On gagne une élection présidentielle, on gagne tout. On gagne tout.
Et donc, voilà, je pense qu'il faut... Il y a beaucoup de fils d'espoir. Palestine, notre blessure, commence par une référence qui est une phrase d'Arundhati Roy, hein, qui est une activiste indienne, hein, l'autrice du Dieu des Tyriens, et qui, 1 an après le 7 octobre, reçoit un prix en Grande-Bretagne. Et voilà, c'est elle qui dit, voilà, ça restera notre blessure. Et elle parle très, très, très bien, en plus, en disant, moi, voilà, je suis une femme, je suis ceci, etc. Je ne serai pas bien dans le régime du Hamas. Hein. Mais je ne vais pas mettre pour autant en équivalence l'opprimé et l'oppresseur. Elle tient bien toutes les nuances, tout en disant combien elle ne partage pas l'idéologie du Hamas. C'est très... c'est des personnes... Voilà, en fait, bref, le monde nous regarde et le monde pense et le monde nous voit décrocher. Et il faut qu'on arrête de décrocher, peut-être. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose une vingtaine de minutes pour ceux qui voudraient se faire dédicacer si vous voulez, pour qu'on puisse rendre ensuite la salle. Moi, je vous remercie encore de votre présence et merci encore. Merci de votre écoute. Hein. Merci. Et vous avez compris que de parler comme ça, moi, ça m'aide aussi. Voilà. Merci.